Ok, est-ce que tout le monde a bien eu le petit papier là? Ouais. Donc juste un petit mot sur moi pour commencer. Moi je ne suis pas économiste, hein, je ne suis pas spécialiste de quoi que ce soit. Mon métier au départ c'est metteur en scène et comédien. Donc franchement ce qui m'a passionné, ce qui m'a attiré dans la compréhension de l'économie et dans la compréhension de la monnaie, c'est un sentiment, je dirais, de me faire avoir un petit peu. J'ai eu l'impression qu'en 2008, j'ai eu l'impression qu'il y avait des gens qui s'en mettaient plein les poches et j'ai eu envie de me demander et de comprendre un peu comment ils faisaient. Parce que depuis que je suis tout gamin, j'ai eu une chance assez extraordinaire, mais j'étais fils unique et mes parents m'ont élevé quasiment sans jamais rien me dire. J'ai aucun souvenir de mes potes écoutent sur la table ou est-ce que tu as fait tes devoirs, etc. Ils m'ont toujours foutu une paix royale, comme on dit. Mais en étant là, quand j'avais besoin. Et donc du coup, depuis tout petit, je me suis senti responsable de ce qui m'arrivait, de ce que je faisais, des décisions que je prenais. Du coup, j'ai toujours super bien travaillé à l'école, j'étais toujours premier, et je savais que si je voulais faire des trucs bien, il fallait que j'écoute, et puis pouf, ça rentrait tout seul. Et donc j'ai très vite compris que ce qui était important enfin pour moi, hein, je ne parle pas pour les autres, mais pour moi, j'ai très vite compris que ce qui était important, c'était que je puisse, moi, diriger ma vie comme je voulais, que je prenne mes décisions, et que j'avais vraiment pas besoin, puisque j'avais pas du tout eu cette habitude-là, j'avais pas du tout besoin que quelqu'un me dise ce qu'il fallait que je fasse ou ce qu'il fallait que je ne fasse pas. Et je me suis aperçu que j'avais un sentiment assez clair de ce qu'il fallait que je fasse et de ce qu'il valait mieux que je ne fasse pas. Parce que quand on a 3, 4 ans, 5 ans, on sait bien ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Vous savez bien, une des phrases qu'on entend le plus à l'école, c'est « Madame, c'est pas juste ». On le sait, on le sent quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc voilà pourquoi j'ai étudié le système économique, mais surtout la monnaie. Parce que là, si on a des occasions de dire « Madame, c'est pas juste », c'est bien là, quoi. Il y a effectivement une asymétrie, une inéquitabilité, je ne sais pas si le mot existe, fondamentale dans le système de distribution et d'émission de la monnaie tel qu'il est actuellement. Vous allez voir, on va le décortiquer, et après on va décortiquer les conséquences, et vous allez vous dire « Oh, mais c'est pas étonnant que ça tourne par rond ». Et c'est pas étonnant qu'il y ait des injustices, c'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui crèvent de faim et qu'on ait l'impression que la société est parasitée tout le temps. Et qu'on ne sait pas trop pourquoi ni comment ça marche, parce que les mécanismes, ils sont subtils, hein, ils sont bien cachés. Le tour de magie, il n'est pas facile à voir. Donc voilà, si on a un système de monnaie qui est contrôlé par un petit nombre et qui donc permet qu'une société soit comme elle est, comme on constate qu'elle est, ça veut peut-être dire que, à l'inverse, si on comprend pourquoi on a un système qui ne fonctionne pas bien, et si on arrive à le réformer, ou en tout cas à le rendre plus juste, ou plus libre, ou plus conforme à la souveraineté des individus, et au choix des individus, ce qui n'est pas le cas actuellement, peut-être qu'on aurait une société plus libre et plus souveraine, où les individus seraient mieux responsables de leur propre vie, et où ils se rendraient compte qu'ils n'ont peut-être pas besoin d'une hiérarchie et d'un chef pour leur dire ce qu'il faut qu'on fasse et ce qu'il faut qu'on ne fasse pas. Donc voilà ma réflexion. Et je pense, parce que je l'ai recherché, que le système monétaire et la façon dont la monnaie est distribuée dans la société, c'est un outil essentiel c'est une cause essentielle de la société qu'on obtient. Vous me suivez? Bon. Donc, pour essayer de comprendre ça, il faut d'abord bien comprendre comment le système actuel fonctionne. Et donc la question qui tue, la question clé, c'est qui émet et qui distribue la monnaie. Pourquoi est-ce que c'est si important la monnaie? D'abord parce qu'on ne vit plus à l'époque où on avait tous un potager, où on avait tous des poulets, des œufs à profusion, et où on avait des voisins qui avaient un peu la même chose ou des choses différentes, et qu'il suffisait d'aller chez le voisin pour se partir avec un cajot de tomates gratuit, et qu'il suffisait que le voisin vienne la semaine d'après vous dire bonjour, et il repartait avec une douzaine d'œufs. Et donc, dans une société comme ça,
Moi, j'ai vécu en Afrique pendant 2 ans, et je peux vous dire que dans les petits villages, dans la brousse, il n'y a pas de monnaie. Forcément, on échange, on se donne, c'est des échanges de dons. La nature, finalement, la société primitive, le village primitif, il n'y a pas tellement besoin de monnaie, puisque les échanges n'ont pas besoin d'être mesurés, puisqu'il y a assez à peu près à manger pour tout le monde, les besoins sont extrêmement microscopiques. Donc, quand on a trop, on donne, et puis quand on n'a pas assez, il y a toujours quelqu'un qui a un petit peu de trop, qui donne à son tour. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette forme d'échange de dons, elle soude la société. Parce que forcément, on ne donne jamais pile poil exactement ce que le gars vous a donné le mois d'avant. On lui redonne autre chose, ou un petit peu plus, ou un petit peu moins. Donc du coup, on est obligé d'être copains, on est obligé de se revoir souvent. On est obligé d'être amis avec ses voisins. Et finalement, ça construit une société qui est sympa, qui est pas forcément solidaire, mais au moins généreuse, quoi. Alors que quand on commence à compter et à s'échanger des choses complexes, on n'a pas besoin de se revoir. Parce que la transaction, elle est finie, elle est terminée. Si je vous achète quelque chose, je vous paye, point final. On n'a pas besoin de se revoir, ça ne soude personne. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin absolument de monnaie, ou d'un outil pour mesurer nos échanges, ou d'un bien commun qu'on va considérer comme une monnaie parce qu'on en reçoit et on l'accumule et on en redonne? Parce que nos échanges sont complexes maintenant, on a plein de choses à échanger, on a besoin de plein de choses et on produit plein de choses différentes. Chacun de nous, on a des métiers différents, donc on vend notre travail, nos heures de vie, ou bien on fabrique quelque chose, on est artisan ou commerçant, on achète des choses, on prend une marge dessus. Et donc la quantité des produits, elle est infinie. On a besoin de plein de choses. Donc on ne peut plus s'échanger des œufs contre des tomates, ou même se donner des tomates et des œufs. Donc on a besoin d'une comptabilité mutuelle ou d'un bien pour faire nos échanges. Et si on n'en a pas, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien. On crève de faim, on ne peut pas acheter à manger, on ne peut pas avoir d'électricité, on ne peut pas s'acheter un iPhone, etc. Donc du coup, la monnaie, c'est quelque chose d'absolument indispensable dans nos sociétés complexes. Alors il y a des gens qui nous disent la monnaie c'est le vice, il faut supprimer la monnaie. Il y a une école comme ça sur internet, je ne sais pas si vous regardez, c'est Zeitgeist, non c'est pas ça, qui dit voilà, il faut faire une société basée sur les ressources, on distribue les ressources, etc. Et donc on n'a pas besoin de monnaie. Mais bon, peut-être, oui, peut-être dans quelques générations. Mais là, pour l'instant, on produit, on achète, on échange, donc la monnaie, c'est un outil indispensable. Et si on n'en a pas, eh bien, est-ce qu'on peut continuer à vivre? C'est pas facile. C'est pas facile. Et dans les sociétés où on vit, c'est pas facile d'avoir une cabane dans les bois et d'être autonome. Non plus. Bon. Donc, la monnaie est un outil très important et indispensable. Et donc, si la monnaie n'est pas libre, si la monnaie est contrôlée par un centre de pouvoir et qu'elle est distribuée à vous et pas à vous, forcément, on a une société où tout le monde se tire dans les pattes. Et vous allez voir que c'est pire que ça encore. Donc, savez-vous qui émet et distribue la monnaie? Vous avez votre petit papier? Ah mais il faut le sortir. Vous l'avez pas vu? Non, je l'ai dans la poche, mais... Il faut l'avoir dans les mains devant. C'est pire que la monnaie, alors. J'avais bien. Vous l'avez pas vu? J'avais bien. Donc, alors, dans l'état actuel des choses, qui émet et qui distribue la monnaie? C'est-à-dire qui a ce pouvoir de créer la monnaie? Parce que finalement, les chiffres qu'on a sur nos comptes en banque, d'où ils sortent? C'est ça la question. D'où ils sont nés au départ? Comment ils sont venus à la vie? La Banque centrale. Alors il y a des gens, quand je pose la question comme ça, ils me disent c'est mon employeur qui me paye donc j'ai de l'argent sur mon compte en banque. Alors on remonte à l'employeur, d'où viennent les chiffres sur le compte de l'employeur? C'est parce qu'il a vendu des choses. Bon, d'accord, il a vendu des choses, donc il a reçu des sous, mais il les a vendus à quelqu'un, à vous. Vous lui avez donné de l'argent. Bon, votre argent, on n'en sort pas, on tourne en rond.
Mais il y a une naissance à un moment, il y a plein de monnaie dans la société. Même s'il y a des gens à découvert là parmi nous, mettons que la moyenne elle est de 1000 € chacun sur nos comptes en banque, un petit truc à la caisse d'épargne, on est, je sais pas, on est 50, il y a 50 000 € là dans la salle de monnaie. Ben, d'où elle sort cette monnaie-là? Je ne vous parle pas des biens réels qui nous permettent, que nous pouvons échanger grâce à cet intermédiaire monétaire. Je vous parle de la monnaie, les chiffres sur les comptes en banque, les billets dans les poches. Alors, qui émet ça et qui distribue ça? Alors, est-ce que c'est l'État? Levez la main les gens qui pensent que c'est l'État. Personne. Pendant un temps, on l'a vu, souvent. Il y a eu des époques où l'État frappait monnaie. L'État frappait monnaie. Et l'État, c'est-à-dire le pouvoir finalement, parce qu'il y a eu les princes, les rois, les empereurs, c'est l'État. La succession de tout ça, c'est le sommet de la pyramide qui prend les décisions pour tout le monde, qu'on appelle maintenant l'État, les politiciens. Et donc, il y a eu des époques où l'État frappait monnaie, ce qui permettait à l'État de payer les gens pour fabriquer des choses pour l'État. Construire des routes, construire des écoles, construire des tanks, payer des armées, payer de la police, etc. Mais non, c'est plus comme ça. Alors, on va voir pourquoi c'est plus comme ça et comment ça s'est fait. Donc, la deuxième possibilité du QCM, c'est la Banque centrale. Alors, qui pense que c'est la Banque centrale? La Banque centrale européenne en Europe, la Banque fédérale américaine en Amérique, etc. C'est aucun des quatre. Et si c'était les quatre? Donc, relevez la main les gens qui pensent que c'est la Banque centrale. Ah ouais, il y a quand même du monde. Hein. Il y a quand même du monde. Les pièces et les billets. D'accord. Et la monnaie de base, la monnaie interbancaire? On ne sait pas ce que c'est. De toute façon, je vais vous expliquer. Donc, la Banque centrale, il y a quand même du monde. Bon, maintenant, qui pense que ce sont les banques ordinaires qui créent la monnaie? Levez la main. Oh là là, il y a du monde. Mais alors, tout le monde connaît le tour du magicien. Je n'ai plus qu'à partir. Bon, je m'en vais. Mais bon, il y en a plein qui ne savent pas quand même, donc on n'est pas venu pour rien. Donc, et quatrième choix, qui pense que ce sont les citoyens qui créent la monnaie? Ah, il y a une petite... les citoyens. Je parle de la monnaie officielle, les euros. Pas les ronds de carottes, ça on peut le faire. Les ronds de carottes, on peut faire, ou les allumettes. Au revoir Stéphane, merci d'être venu. Au revoir, à bientôt. Alors, les citoyens, ça se discute, vous allez voir. Quand je vais vous expliquer comment la monnaie est créée, on peut dire que c'est quelqu'un qu'on a besoin qui se la fait créer. Hein, c'est vrai. Mais il l'émet, il ne distribue pas. Il l'émet, mais... Ah ben si, il la distribue après quand il achète. Est-ce qu'il ne crée pas la richesse plutôt que la monnaie? Ah ben forcément. Voilà. Il signe pour... Bon. Alors, on y va. Bon, d'abord, juste un petit mot rapide sur la monnaie de base. La monnaie de base, c'est une monnaie exprimée sous forme de chiffres dans la même unité, c'est des euros aussi, qui ne circule qu'entre les banques, qui ne va jamais dans le grand public. C'est cette monnaie de base-là qui est créée par la Banque centrale pour la donner au système bancaire quand le système bancaire menace de faire faillite et qu'ils n'ont plus assez de monnaie pour faire leurs échanges interbancaires. La monnaie de base, on n'en voit jamais la couleur, nous. C'est uniquement pour les échanges interbancaires. Voilà comment ça se passe. Si vous avez un compte à la Société Générale et que vous m'achetez quelque chose à 1000 €, la Société Générale ne va pas prendre 1000 € sur votre compte et les donner à mon compte. Qu'est-ce que j'ai dit? Société Générale? Qu'est-ce que j'ai dit? BNP? Rien. J'ai rien dit. Bon. Vous êtes à la Société Générale, je suis à la BNP. Vous m'achetez quelque chose à 1000 €, donc vous me donnez 1000 €. Votre banque, la Société Générale, ne va pas donner 1000 € à la BNP. Pourquoi? Parce que le même jour, il y a plein de gens de la BNP qui ont aussi donné 1000 € à des gens de la Société Générale, ou 1050 €. Par contre, les deux banques se prennent une com au passage. Ils se prennent une com au passage, mais est-ce que un banquier, c'est pas bête, un système bancaire, un secteur bancaire, c'est encore moins bête parce qu'il y a des milliers de cerveaux. Est-ce que vous croyez qu'ils vont faire passer 1000 € de la Société Générale à la BNP et après 1050 € de la BNP à la Société Générale pour 2 transactions avec 4 personnes différentes? Qu'est-ce que vous feriez à leur place?
Bah voilà, vous me diriez, bon, je te dois 1000, tu me dois 1050, donne-moi 50 et on est bon. Bon, c'est ce qu'ils font. C'est ce qui explique qu'il y a besoin de très peu de monnaie de base dans le secteur bancaire. C'est uniquement pour faire les compensations entre comptes, entre banques différentes. À partir de là, tout le reste de la monnaie, c'est de la monnaie, il y a de la monnaie bancaire, c'est la monnaie qu'on utilise, nous, pour tous nos échanges quotidiens. Quand on fait un chèque, on utilise de la monnaie bancaire, de la monnaie qui réside sur nos comptes bancaires. Quand on utilise nos cartes de crédit, c'est cette monnaie-là qui circule. Quand on est à découvert, c'est cette monnaie-là qui vient en plus ou en moins sur notre compte. Et quand on tire des pièces et les billets, on peut dire que c'est aussi cette monnaie-là. Parce que si j'ai 1000 € sur mon compte et que je tire 50 € au distributeur, j'ai toujours 1000 €, sauf que j'ai 950 sur mon compte et 50 dans la poche. Mais j'ai toujours 1000 €. Donc on peut dire que les pièces et les billets, ça aussi c'est de la monnaie bancaire, finalement. Donc, est-ce que quelqu'un sait, entre la monnaie qui réside sur les comptes bancaires et la monnaie pièces et billets, quelle est la proportion ? Quelle est la proportion entre la monnaie... 17%. Il y a des gens souvent qui me disent la monnaie virtuelle. Ça voudrait dire que c'est de la monnaie qui n'existe pas. Mais quand même, elle existe bien. Elle existe sur nos relevés, elle existe sur nos écrans d'ordinateur et sur les écrans de l'ordinateur du banquier. Donc je préfère dire de la monnaie immatérielle par rapport à la monnaie matérielle des pièces et des billets. Bon. Donc est-ce que quelqu'un sait quelle est la proportion entre la monnaie immatérielle qui figure sur nos comptes bancaires et les pièces et les billets ? 15%. 15% de pièces-billets ? Je sais pas. Non, mais dans votre avis, dans votre tête, c'est Bah oui, c'est ce que je dis. peu de pièces-billets et beaucoup de monnaie. Oui, je trouve que c'est même énorme, 15%. Ouais, Oui, c'est oui. même moins, ça peut être moins que ça, parce que par rapport à ça. Ouais, voilà. Alors bon, en fait, c'est pas un pourcentage fixe. En fait, ça varie. Ça varie selon les pays, ça varie selon les périodes de l'année même, et puis selon le désir des gens d'avoir du cash dans la poche aussi. Mais les 3% dont tu parles, c'est l'économie réelle, c'est pas la même chose. Ça. Non, c'est la proportion entre les pièces et les billets et la monnaie bancaire, la monnaie immatérielle. Voilà. Donc en gros, ça peut aller de 97% de monnaie immatérielle, donc 3% de monnaie fiduciaire. Les pièces et les billets, c'est la monnaie fiduciaire. Hein. Et les comptes bancaires, c'est la monnaie scripturale, c'est-à-dire l'écriture, hein, la monnaie qui est écrite ou immatérielle. Donc ça varie selon les périodes et selon les pays. Ça peut être 5%, 3% de monnaie fiduciaire, 97-95% de monnaie immatérielle. Et ça peut être 10%. Je vois dans la zone euro, des fois ça monte à 10-12%, donc ça veut dire qu'il y a 88-90% de monnaie bancaire. Donc quand on parle de monnaie, on parle de ça. On parle de ça, c'est l'essentiel de nos échanges. C'est la monnaie qui figure sur nos comptes bancaires. Donc voilà, c'est cette monnaie-là dont nous allons surtout parler ce soir, et c'est cette monnaie-là dont on va se demander comment elle est créée, comment elle vient. Comment elle vient à la vie, comment elle a fini par aboutir sur nos comptes. Alors, la question qui tue, c'est, elle est liée à l'emprunt, elle est liée au crédit. Donc la question que j'aime bien poser, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont quelqu'un dans la famille qui vient d'acheter une maison ou un appartement à crédit? Levez la main, voir. C'est quoi, la belle-sœur, le beau-frère, le frère? Et vous? Votre frère? Et vous? Votre mère? Bon alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public, si un jour, qu'à Dieu ne plaise, vous tombez malade gravement, etc., est-ce que vous préféreriez qu'on ne vous en parle pas, ou est-ce que vous préfériez le savoir? S'il y a des gens qui préféreraient qu'on ne leur en parle pas, qui préféreraient ne pas le savoir, levez la main pour voir. Bon, ça va. Personne. C'est bon. Parce que c'est un peu ça dont on va parler ce soir. Il y a des choses qui font de la peine. Donc les gens qui viennent d'avoir quelqu'un dans la famille qui vient d'acheter un crédit, évitez d'en parler dimanche midi au repas de famille. Parce que quand on apprend quelque chose de douloureux, la première réaction, c'est de dire c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas possible. Et la première réaction, c'est de se mettre en colère
contre la personne qui vous annonce la mauvaise nouvelle. Donc d'abord on dit c'est pas possible, c'est le déni, ensuite on se met en colère, après on est triste, on déprime pendant 3 semaines, et après on commence à réagir un petit peu, à se relever. C'est un peu comme un deuil. C'est le marchandage. Ah, il y a le marchandage dans les... Oui. Choc, déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Excellent. Et le marchandage, c'est quoi Le alors? marchandage, c'est d'accord, mémé est morte, mais personne ne s'assoit sur son fauteuil. Ou oui, Ah, j'ai ouais. le cancer, je vais mourir, mais j'attends la prochaine Coupe du Monde. Ok, d'accord. D'accord. Voilà. Donc oui, j'ai pris un crédit, mais j'en avais besoin. Mais j'en avais besoin, Ouais, et ouais, de toute façon, il fallait bien. Ouais. On rationalise, quoi. On marchande. D'accord. Donc, la question qui tue, c'est ça. Quand le frère, ou la belle-sœur, je sais pas, ou maman, bon, ils ont des revenus, hein, pour emprunter, le banquier, il rigole pas. Hein, il vous demande pas si vous êtes riche, puisque de toute façon, vous allez acheter une maison, il va mettre une hypothèque dessus. Donc, si vous ne payez pas, il vous la reprend. Donc, vous n'avez pas besoin d'être riche, vous avez juste besoin d'acheter quelque chose qui soit saisissable, en cas de défaut. Bon. Mais il vous demande surtout si vous avez du flux qui rentre, si vous avez des rentrées d'argent régulières, si vous avez un salaire ou si vous êtes commerçant, si vous avez vos chiffres d'affaires de 3 ans en arrière, etc., pour prouver que vous avez du flux. Parce que ce qui l'intéresse, le banquier, c'est pas que vous remboursiez votre capital, ce qui l'intéresse, c'est que vous payiez des intérêts. À la limite, il s'en fout que vous soyez endetté. Et à la limite, il est content que vous soyez endetté, parce que c'est son métier d'endetter les gens. Et de toucher une com, de toucher un gros pourcentage sur le travail futur des gens. Donc quand vous disiez la richesse réelle, eh bien c'est la personne qui emprunte, qui s'engage à créer de la richesse réelle, qui va permettre de matérialiser la monnaie qui a été créée par le banquier. Donc, alors, la personne de votre famille, elle a son dossier avec ses fiches de paye, le compromis de la maison, le prix de la maison, etc. Et donc on est, mettons, le dimanche soir, elle a rendez-vous le lundi matin avec le banquier, elle a fait la simulation, elle sait qu'elle va avoir son crédit, on va dire 100 000 euros par exemple. Et donc la question qui tue, c'est, il est 10 heures du matin, la banque vient d'ouvrir, et le frère ou la belle-sœur, il pose la main sur la poignée de la porte de la banque. Il va rentrer. Et il va ressortir dans une demi-heure avec 100 000 euros de plus. Bon. À l'instant où il pose la main sur la poignée de la porte et qu'il ouvre, où sont les 100 000 euros? Elles n'existent pas. Dans le flux futur. Dans le flux futur, ça c'est pas mal. Ouais, c'est un peu ça. Donc les gens qui ne sont pas au courant du tour de magie, là, on ne devrait pas parler entre nous, mais vous allez voir comment ça se passe. Disons que la banque n'a pas l'argent, quoi, en fait, quand elle nous prête l'argent. La banque n'a pas l'argent quand elle nous prête l'argent. Mais alors d'où elle le sort? Elle le crée. Comment elle fait pour le créer? Est-ce qu'il y a des comptables dans la salle? Sortez. Personne? Non, justement non, parce que le comptable comprend vite parce qu'il sait ce que c'est qu'un actif et un passif, vous allez voir. Vous connaissez un peu la comptabilité? Ouais. Il y a des gens qui connaissent un peu la comptabilité, levez la main. Oui, voilà, quand même, un petit peu. Bon. Voilà, bon, vous savez ce que c'est qu'un compte de résultat, vous savez ce que c'est qu'un bilan. Bon, voilà. Donc, un bilan, pour ceux qui n'y connaissent rien en comptabilité, un bilan, c'est pas compliqué, c'est un actif et un passif. Il y a 2 colonnes, c'est très normalisé. Il y a une colonne à gauche, une colonne à droite. À gauche, c'est l'actif, à droite, c'est le passif. L'actif, c'est ce qu'on a, le passif, c'est ce qu'on doit. D'accord? Donc, si vous avez, mettons, vous êtes propriétaire d'une maison qui vaut, potentiellement, si vous la vendez, 150 000 euros. C'est votre actif. Vous avez 150 000 euros à l'actif. Mais si vous devez encore 50 000 euros de crédit, par exemple, c'est quoi? C'est votre actif ou votre passif, le crédit, les 150 000 euros dehors? C'est le passif. Donc vous avez 150 000 la valeur de la maison, et à l'actif, c'est à vous, vous les avez, mais vous avez aussi 50 000 au passif. Donc, quel est votre capital réel? C'est 100 000. Voilà, votre vrai capital, c'est 100 000. Donc, en comptabilité, on a 150 000 à l'actif, c'est ce qu'on a. On a 50 000 au passif, c'est ce qu'on doit. Et on met aussi au passif les 100 000 de capital. Et donc, on a les 2 colonnes qui ont un total identique, qui sont égales. Il y a 150 000 à gauche, 150 000 à droite. D'accord? Et c'est ça, c'est ce tour de magie-là
qui s'appelle la comptabilité en partie double, qui va permettre parfaitement légalement au banquier de sortir 100 000 € d'un chapeau. Parce que quand la sœur ou la belle-sœur arrive et s'assoit dans le bureau du banquier, le banquier lui fait signer un accord de prêt. Il lui fait signer quelque chose comme quoi elle est d'accord pour qu'on lui prête 100 000 €. Est-ce que ça vous a pas jamais semblé bizarre, ça? Je viens, ça fait 3 mois que j'attends, que je réunis mes fiches de paye, que je trouve une maison, je fais un compromis. Je ne rêve que d'une chose, c'est d'habiter dans ma maison ou de faire construire ma maison ou d'avoir mon studio pour le louer. Et le banquier me demande si je suis d'accord. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il vous fait signer ce document-là, à votre avis? Il fait signer la valeur des intérêts, surtout. Il fait signer ce que vous vous engagez à faire pour rembourser le capital et rembourser les intérêts. C'est-à-dire que vous vous engagez à bosser pendant 20 ans, 10 ans pour payer 100 000 € de capital, plus 10 ans pour payer 100 000 € d'intérêt. Et ça s'appelle quoi? Quand on s'engage à payer quelque chose dans le futur? Une reconnaissance de dette. Exactement. Donc c'est ça qu'on signe quand on va à la banque. C'est pour ça que le banquier nous fait signer, parce que la signature, c'est un engagement. La prochaine fois que vous signerez quelque chose, vous penserez à moi, et vous vous direz, dans mon stylo, là, j'ai une bombe atomique. Ce que je signe, c'est moi qui le signe, et j'en suis responsable, et je m'engage à le faire. Ça peut être n'importe quoi. Pourquoi ils nous font signer les cartes de crédit au dos? Pour les mêmes raisons. Donc, si le banquier nous fait signer la reconnaissance de dette, c'est parce que la personne qui reçoit les 100 000 € de plus s'engage à les rembourser, s'engage à travailler pendant 10 ans pour les rendre, plus 10 ans pour les intérêts. Bon. Donc, pour le banquier, ce papier-là, il a de la valeur. Si je vous prête 1000 € et que vous me signez un papier, Madame Untel, moi j'ai un papier qui dit, voilà, Madame Untel me doit 1000 €. Ce papier-là, je peux le donner à vous. Et si vous avez une voiture qui vaut 1000 € à vendre, je vous dis, tiens, j'ai un papier de la dame ici, je vous donne le papier, elle vous paiera vous directement, vous me donnez la voiture. On peut, si vous avez le goût du risque, ou si madame est très fiable. Bon. Donc, c'est une reconnaissance de dette. Une reconnaissance de dette, ça a de la valeur. Et donc, le banquier, quand il prend la reconnaissance de dette de la personne qui vient chercher ses 100 000 €, pour lui, c'est une valeur. C'est un actif. Ça vaut des sous, ça vaut au moins 100 000 €, ça vaut même le double. Donc il met ça à son actif. Et de ce fait, il a le droit, parfaitement légalement, par la magie de la comptabilité en partie double, de mettre 100 000 € au passif aussi. Et donc, d'un seul coup il a créé 100 000 € à l'actif et 100 000 € au passif. Il y a 100 000 € de plus sur le bilan de la banque. Et où ils étaient avant? Nulle part. Alors, mais lui, il met le capital ou il met le capital et l'intérêt dans... Non, il met que le capital. Et non, c'est ça le vice aussi, parce que vous allez voir, les intérêts, quand on va parler des intérêts, où ils sont les intérêts? Bon. Alors, donc on a 100 000 € à droite, 100 000 € à gauche. Eh bien les 100 000 €, le passif de la banque, c'est ça qui va passer à l'actif de la belle-sœur ou du frère. Et c'est ce sont ces 100 000 € là qui vont venir gonfler le compte de la belle-sœur, de l'emprunteur. C'est-à-dire qu'au moment où elle pose la main sur la porte de la banque et où elle entre, il n'y a pas 100 000 €, ils n'existent pas. Et au moment où elle ressort, elle regarde son compte en banque, la belle-sœur, et alors qu'elle était à 0 le dimanche, tout d'un coup, le lundi midi, elle est à 100 000. Elle a 100 000 € de plus qui n'existaient pas avant, que le banquier a créé ex nihilo, c'est du latin, ça veut dire ex à partir de rien, nihil, les nihilistes, il n'y a rien, ex nihilo, c'est extraordinaire. Et donc c'est ce privilège-là que certains qualifient de exorbitant, qui permet au banquier, parfaitement légalement, par cette opération comptable-là, de créer de l'argent à chaque fois que quelqu'un vient en demander, vient en emprunter. Donc on peut dire finalement que la question 4, la réponse 4, pardon, elle n'est pas entièrement fausse.
Qui émet la monnaie, c'est un petit peu chaque citoyen qui vient emprunter, ou chaque entreprise qui a besoin d'un découvert, ou chaque État qui augmente son déficit, qui emprunte et qui se fait créer de la monnaie pour pouvoir la dépenser ensuite. Alors, pourquoi ce phénomène-là, pourquoi cette technique-là, elle est très importante? Eh bien, parce que ça a un effet direct sur l'économie de tout le monde. Alors, suivez-moi bien. On est 50 et on a... Bon, il y en a qui ont moins 1000, il y en a qui ont plus 1000, il y en a qui ont plus 10 000. On fait la moyenne, on prend ce que tout le monde a, on divise par le nombre de personnes, on arrive à un solde moyen de 1000 euros. En moyenne. Disons qu'on a tous 1000 euros de solde sur nos comptes bancaires. Donc si on est 50, on a combien en tout d'argent, à nous tous? Si on a 1000 chacun et qu'on est 50, on a 50 000. Bon. C'est notre masse monétaire. D'accord? On utilise tous la même monnaie, on a tous un petit solde positif sur notre compte, on a 50 000 euros à nous tous, si on a 1000 euros chacun. Maintenant, il y a la belle-sœur qui arrive avec ses 100 000 euros de plus. Qu'est-ce qu'elle fait dès qu'elle peut? Mettons qu'elle fasse construire une petite maison. Elle va voir son plombier, elle lui fait un chèque de 2000, elle va voir le carreleur, elle lui fait un chèque de 3000, elle va voir le maçon, elle lui fait un chèque de 10 000. Elle distribue la monnaie qu'elle vient de recevoir dans l'économie. Elle dépense son crédit. D'accord? Et le maçon qui reçoit 10 000 euros pour construire la maison, est-ce qu'il sait que c'est du crédit? Il s'en moque. Peut-être il le sait, mais il s'en moque, évidemment. Puisque pour lui, c'est de la monnaie, c'est des sous en plus sur son compte en banque. On est bien d'accord. Donc il y a un monsieur là-bas dans le fond qui a un restaurant. Et son restaurant, il n'y a pas grand monde, il a 2 serveurs, les serveurs, ils restent les bras croisés à attendre les clients. Mais qu'est-ce qui se passe grâce à la belle-sœur qui a reçu 100 000 euros de plus et qui les dépense et qui fait un chèque de 10 000 euros au maçon? Le maçon, il va voir sa femme le soir et il dit « Ça y est, là, à la maison, c'est bon, là, c'est signé, les devis ont été acceptés, j'ai même un chèque de 10 000 euros, regarde. Oh, super, tu nous emmènes au resto ce soir? Ouais, allez, on va tous au resto avec les 3 enfants. » Résultat, lui, qui n'avait pas grand monde dans son restaurant, il a 5 couverts de plus ce soir-là. Résultat, au lieu de mettre son serveur dehors, il le garde. Et s'il y a plein de belles-sœurs dans toute l'économie et plein de maçons qui reçoivent 10 000 euros, son resto, il est plein. Et il embauche un gars en plus. Donc, la monnaie, attention, des gens risquent de vous dire, si vous expliquez ce raisonnement-là, qui est très bien expliqué dans mon livre, que j'espère que vous allez acheter à la fin, si vous expliquez ce raisonnement-là, il y a des gens qui vont vous dire « Mais t'es fou, ça marche pas, la monnaie ne crée pas de richesse. » Évidemment, la monnaie ne crée pas de richesse. Seulement le gars qui a son restaurant qui fonctionne à moitié, il a à manger dans son congélateur, il a des plats préparés, il a déjà produit les futurs repas qu'il a à vendre. Mais s'il n'y a que 50 000 euros dans notre économie, personne n'a les moyens d'aller au restaurant. Par contre, grâce à la belle-sœur qui s'est fait créer 100 000 euros de plus, qui les a donnés en partie aux maçons, il y a 100 000 euros de plus qui sont distribués dans notre économie locale. Donc au lieu d'avoir 50 000 euros de masse monétaire totale, on a combien? On a 150 000 d'un coup. Donc finalement, si le maçon dépense avec monsieur qui a une agence de voyage et qui se paye un voyage, et si le marchand de voyage, en recevant le chèque du maçon, s'achète une cuisine, ça nous donne de l'argent à tous. Chaque activité augmente un petit peu. Mais ça n'est pas une création de richesse. La richesse, elle est là, elle est potentielle. Les aliments, ils sont dans le congélateur. Le catalogue de voyage, il est prêt. Il existe. Mais maintenant, il y a de la monnaie pour consacrer ces transactions-là. Vous suivez le truc? Et donc, finalement, la monnaie permet des échanges qui n'étaient pas possibles auparavant. Et donc, finalement, augmente l'activité. Et donc, finalement, dans certains cas, permet d'embaucher des gens en plus pour faire marcher cette activité-là. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est logique ce que je dis? Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un rembourse son emprunt? Là, on a vu, quand quelqu'un emprunte, ça fait de la monnaie en plus dans l'économie, donc ça permet des transactions nouvelles, des transactions qui n'étaient pas possibles auparavant, parce qu'il y a plus de monnaie chez tout le monde.
Maintenant, supposons que la belle-sœur, elle en est marre d'être endettée, admettons, et elle revend sa maison. Elle la revend 100 000 euros. Hein, on ne parle pas des intérêts, on ne parle pas des pénalités, on parle juste, elle veut rembourser son capital. Donc elle va trouver un acheteur qui, lui, va avoir 100 000 euros d'économie. C'est-à-dire que l'acheteur futur de la belle-sœur, il va avoir passé peut-être 5 ans, 10 ans, je ne parle pas d'emprunt, mais vous allez voir que s'il emprunte, ça résout le problème aussi. Mais là, mettons qu'il a économisé petit à petit. Ça veut dire qu'il a gardé pour lui une partie, petit à petit, des parties de la monnaie commune. On est d'accord? Parce que quand on épargne, on prend de la monnaie à tout le monde, finalement. Et on en met de côté. On en prend plus qu'on en dépense. C'est ça l'épargne. D'accord? Donc, quelqu'un qui épargne, il a prélevé de la monnaie sur la masse monétaire de tout le monde. Bon. Maintenant, regardez ce qui se passe. C'est l'acheteur de la maison. La belle-sœur, elle vend sa maison. Donc, l'acheteur lui fait un chèque de 100 000 euros. Et elle, la belle-sœur, elle retourne vers le banquier. Elle lui dit, je vous ai emprunté 100 000 euros le mois dernier, j'en ai marre, je vous les rends. Qu'est-ce qui se passe au niveau comptable? Exactement. Il fait ça, il fait 0. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le banquier, il a moins 100 000 à droite, plus 100 000 à gauche. Il a la reconnaissance de dette à gauche, vous vous souvenez? Et il a, à son passif, la monnaie qu'il a distribuée. Et là, la monnaie, elle revient. Donc, il était à moins 100 000, il prend le chèque de plus 100 000, et donc là, il met combien au passif? Il met 0. Moins 100 000 plus 100 000, ça redevient comme avant. Et la reconnaissance de dette qui valait 100 000 à l'actif, il la déchire. Il n'y en a plus besoin, la dette n'existe plus. Donc, moralité, cette monnaie que l'acheteur de la maison de la belle-sœur avait prélevée petit à petit sur l'économie, elle revient à la banque et elle disparaît. C'est la destruction de monnaie. Alors, pourquoi c'est important tout ça? C'est parce que, si je vous explique tout ça, c'est pour bien comprendre que quand il y a création de monnaie supplémentaire parce que quelqu'un a emprunté, il y a plus de monnaie pour tout le monde. Ça génère de l'activité, ça génère des besoins d'emploi nouveaux. Et quand l'inverse se produit, quand il n'y a plus de création de monnaie, mais quand il y a au contraire destruction de monnaie parce que les gens, au lieu d'emprunter, ils remboursent, c'est le comportement inverse, quand il y a plus de rembourseurs que d'emprunteurs, eh bien il y a de la monnaie qui disparaît et qui retourne au secteur bancaire et qui revient à 0. Donc résultat, nous, dans notre masse monétaire, il y en a de moins en moins. Non mais c'est bien ce que vous dites, on ne paye plus nos dettes, on ne rembourse plus et tout va bien. On pourrait dire ça, on pourrait dire ça. Et oui, parce qu'on garderait notre monnaie. Et on pourrait, en tout cas, il n'y aurait pas de crash économique. Tout à fait. Ouais. Alors, ça veut dire que ça nous explique pourquoi il y a des cycles économiques qui ne sont pas du tout des cycles économiques, qui sont des cycles d'augmentation du crédit et de diminution du crédit. La masse monétaire qu'on a entre nous, vous pouvez visualiser ça comme une baignoire à peu près pleine, qui ne se remplit que si des gens empruntent, qui rajoutent de la monnaie. S'il y a plus de monnaie, il y a plus de transactions possibles, il y a plus d'activités, il y a plus d'emplois. Par contre, s'il y a moins d'emprunteurs ou plus du tout d'emprunteurs, les remboursements continuent à détruire de la monnaie. Et la baignoire diminue, le niveau se vide. Et là, il y a moins de monnaie dans l'économie, donc il y a des transactions qui ne peuvent plus se faire, faute de monnaie. Parce qu'il y a moins de monnaie, donc on a moins de monnaie dans nos poches, donc on n'a plus les moyens d'aller au restaurant, donc le restaurateur il a moins de couverts, donc il licencie son serveur. Donc le fait qu'il y ait moins de monnaie dans l'économie, parce que soit il n'y a plus d'emprunteurs, soit il y a tout le monde veut rembourser, parce que tout le monde est endetté et qu'on n'a plus les moyens d'emprunter plus, il y a moins de monnaie dans l'économie, et donc l'activité diminue, et donc il y a des gars qui se retrouvent au chômage. Et là, ce que je suis en train de vous raconter, c'est un peu la crise des subprimes. Alors, il y a un effet pervers là-dessus, c'est que il y a un effet procyclique. Un effet procyclique, c'est un effet qui augmente le phénomène. Un petit peu comme un dérapage. Vous savez, quand on roule sur une route où il y a de la neige, si on fait un tout petit écart, on dérape un petit peu. Si on ne corrige pas tout de suite, on peut très bien partir en tête à queue. Le fait d'avoir fait une petite erreur, l'erreur augmente, le phénomène augmente. D'accord? Donc, c'est un peu la même chose quand il y a de la monnaie nouvelle qui arrive dans l'économie.
et que cette monnaie-là sert à un aspect particulier de l'économie. Par exemple, l'immobilier. S'il y a beaucoup d'emprunteurs qui font des emprunts, qui se font créer du crédit pour acheter de l'immobilier, qu'est-ce qui va se passer au niveau des prix des biens immobiliers, à votre avis? Ils vont monter. Pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup de gens qui reçoivent plein d'argent et qui se mettent à acheter, il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, tout simplement. Donc si moi je vends une maison dans une période comme ça et que je mets une annonce sur Se Loger, je vais avoir 15 coups de fil le premier jour. Et donc mon agent immobilier ou mon notaire, il va me dire « Monsieur, vous n'avez pas vendu assez cher, vous auriez pu vendre 120 000 ou 130 000 au lieu de 100 000, il y a trop de demandes. Donc pourquoi allez-y, augmentez votre prix. » Et donc le fait de créer de la monnaie, d'avoir plein d'emprunteurs qui investissent dans des biens immobiliers va faire monter les biens immobiliers. Et l'effet procyclique, il est là. Écoutez bien, le fait que les prix de l'immobilier augmentent, qu'est-ce qu'il se dit le banquier? Il se dit c'est bon signe. Il se dit même c'est génial, parce que je prends en hypothèque un bien dont la valeur augmente. Donc mon risque diminue. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Je crée de l'argent qu'il va falloir que le gars me rembourse. Mais je peux lui dire, écoutez monsieur, même à la limite si vous perdez votre job, c'est pas grave, vous revendez votre maison, vous gardez la différence. Vous avez pris 100 000 € et votre maison dans un an elle va valoir 120. Donc même si vous êtes pauvre, si vous n'avez pas les moyens de rembourser, vous revendez votre maison, vous avez gagné 20 000 et vous me rendez mes 100 000, c'est merveilleux, la vie est belle. Bon. Donc le fait que l'immobilier augmente incite les créateurs de monnaie à créer de la monnaie et à donner du crédit à tout le monde. Du côté des acheteurs, si vous avez les moyens d'avoir un crédit et d'acheter une maison, vous le faites parce que vous avez la plus-value qui va se réaliser dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 5 ans. Tant que ça monte, c'est merveilleux. Et alors la crise des subprimes, c'est que comme il y avait eu beaucoup de création, comme il y a eu beaucoup de création monétaire, beaucoup d'attributions de crédit, beaucoup dans la construction, les prix de l'immobilier n'arrêtaient pas de monter. Du coup, tout le monde s'est mis à emprunter. Tout le monde s'est endetté. Et pour continuer, pour ne pas que le marché s'écroule, il fallait tout le temps qu'il y ait des nouveaux acheteurs qui arrivent. Parce que dès qu'il n'y a plus d'acheteurs, s'il y en a qui revendent, aussitôt c'est les vendeurs qui prennent la main. Et les prix redescendent. D'accord? Donc s'il y a des nouveaux acheteurs qui arrivent tout le temps, les prix continuent à monter et tout va bien. La bulle continue à monter. C'est pour ça que les banques et les sociétés de crédit aux États-Unis se sont mis à faire des prêts ninja. Ninja, c'est no income, no job. Pas de revenus, pas de métier, pas d'emploi. Et donc, on s'en foutait, puisque de toute façon ça monte. On peut prêter des gens, peut-être même qui n'auront même pas les moyens de rembourser, de payer leur mensualité. Mais on leur décale le début des mensualités d'1 an ou de 2 ans, vous paierez dans 2 ans. Vous commencerez à payer dans 2 ans. Mais j'ai pas les moyens de prendre un crédit, je pourrai jamais payer. Bon, c'est pas grave, vous revendrez votre maison et vous solderez le crédit. Ah bon? Et je garderai la maison. Ben oui, ou non, vous la revendez, vous habiterez ailleurs, mais vous aurez gagné de l'argent puisque ça n'arrête pas de monter. Et donc on a réussi avec ce système-là à endetter des gens dont on savait très bien qu'ils ne rembourseraient jamais. Et dont on espérait qu'ils vendraient leur maison pour solder le crédit. C'est la crise des subprimes. Où même les gens qui n'avaient pas les moyens de payer, on les a endettés. Mais c'était seulement pour que les prix de l'immobilier continuent à monter. Alors il y a forcément un moment où tout le monde a emprunté. Et il y a forcément un moment où les gens qui ont emprunté et qui ne peuvent pas rembourser commencent à ne pas pouvoir rembourser. Et là, ça se voit. Et il n'y a plus personne pour emprunter et pour continuer à faire monter la bulle. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à vendre. Ils commencent à dire, bon, là, ce qu'on avait prévu ce produit, donc la maison, combien on l'a acheté? 100 000, là, elle vaut 120, je crois que c'est maintenant ou jamais. Hein. Allez hop, on vend 120. Et donc, il y en a un, il y en a deux, il y en a 10, et au bout de... C'est très rapide, au bout de 2 mois, les maisons valent 110, 100 000, 90, 80 000, et c'est le crack immobilier. Et là, c'est l'effet procyclique qui s'inverse. Forcément. Ça veut dire que le fait que les prix baissent fait que les banquiers se disent « Attention, il faut arrêter de prêter. » Parce que si on prête à des gens qui n'ont pas les moyens de rembourser et qui revendent leur maison à perte, nous, notre bilan, il s'écroule. On n'a pas les moyens d'équilibrer nos comptes. Et on va être obligé de payer avec notre propre capital. Et ça, c'est hors de question.
Bon, vous me direz, on va pouvoir se faire renflouer par les États, et que ce soit les contribuables qui payent plus tard. Mais c'est pas grave. Mais là, en l'état actuel des choses, en tout cas, il faut arrêter de prêter. La bulle a pété, on arrête. Et au niveau des emprunteurs, il n'y a plus d'emprunteurs. Tout le monde est endetté. Et donc, il y a seulement un désir de se désendetter, de sortir de la situation le plus vite possible, donc de revendre les biens immobiliers, ce qui fait s'écrouler le marché. Et là, non seulement on a le marché immobilier qui se casse la figure, mais on a le marché total. Parce que souvenez-vous de la destruction de monnaie. Tous ces gens qui n'empruntent plus, mais qui remboursent, fait qu'il y a des prélèvements constants de monnaie dans la masse monétaire. Et la masse monétaire se met à chuter. Du coup, il y a moins de monnaie sur nos soldes respectifs. Du coup, il y a plein de transactions qui ne peuvent plus se faire. Et du coup, l'activité s'écroule. Et la crise financière monétaire se transforme en crise réelle. Et ça veut dire que les gars qui avaient plein de monde dans leur restaurant, ils sont obligés de licencier des serveurs. Les maçons qui construisaient à tout va, qui embauchaient à tout va, ils ne construisent plus, ils licencient leurs ouvriers. Et il y a des gens qui se retrouvent dans la rue. Et ce n'est pas seulement un problème économique, c'est un problème humain. Parce que les gens qui se retrouvent dans la rue, ils tombent malades, les gens qui tombent malades, ils divorcent, ils se séparent, ils se suicident, et ça fait des drames, comme ce qu'on a constaté en Grèce et au Portugal. Et donc on peut dire que tout ça vient uniquement du fait que la quantité de monnaie dépend de la quantité de crédit. C'est ce qu'on appelle la monnaie bancaire de crédit, ou monnaie dette. Vous regardez sur Internet, monnaie dette, vous aurez plein de choses là-dessus. Donc là, on a vu les cycles économiques. Maintenant, au niveau de nos vies personnelles. Ouais, allez, une petite question. Un truc bête, mais bon, il y a effectivement la dette, la création de dette. Et dans l'exemple que vous venez de prendre, le système de l'offre et de la demande fait que les prix montent. Parce que, certes, il y a plus de demandes, donc on va monter les prix, mais quel est le véritable... Je ne suis pas sûr de saisir vraiment la logique qui est derrière ça, en fait. C'est le fait d'injecter de la monnaie dans un secteur particulier de l'économie qui crée un nouveau pouvoir d'achat qui n'existait pas avant. La personne qui a emprunté 100 000 euros, elle a 100 000 euros de plus sur son compte. Et donc elle dispose d'un nouveau pouvoir d'achat de 100 000 euros qui va s'investir dans de l'immobilier. Et donc ce nouveau pouvoir d'achat, là, c'est la force des acheteurs. Quand il y a beaucoup d'acheteurs, il y a une compétition pour acquérir des biens immobiliers, donc les vendeurs ont tendance à augmenter leur prix. Oui, mais c'est justement là où je ne suis pas certain de voir la logique. Je peux totalement comprendre qu'effectivement, pour un acheteur, il y a plus de potentiel, du coup on va augmenter les prix. Mais le fait est que la valeur réelle, elle ne change pas. Évidemment, non, elle ne change pas. Et ça contribue à... C'est une bulle qui n'a aucun support réel. Aucun support réel. C'est l'histoire des deux mecs qui ont un tableau. Vous connaissez cette histoire? Tu sais? Tu la connais? C'est un gars, il a son meilleur pote, il vient d'acheter un tableau. Et donc il l'invite à boire un coup à la maison. Il dit, oh, regarde mon tableau, t'as vu comme il fait bien dans mon salon et tout. L'autre, un petit peu jaloux quand même, et il dit, ouais, il est bien. Bon, il revient la semaine d'après, et il dit, oh, dis donc quand même, il est beau ton tableau. Tu sais qu'il ferait bien chez moi? Et l'autre lui dit, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Tu me le revendrais? J'ai envie de te l'acheter. Oh, oui, mais attends, je l'ai payé 1000 euros, tu vas pas l'acheter. Et le gars lui dit, non, moi je te l'achète 2000 euros, pas de problème. Ah bon? Oh bah écoute, t'es sûr? Ouais. Eh ben vas-y, prends-le. Et donc le copain lui achète son tableau à 2000 euros, qu'il avait payé 1000. Un mois après, le premier gars vient boire l'apéro chez le deuxième. Il va chez lui. Oh, dis donc, c'est mon tableau. Hein, oh, dis donc, il fait bien chez toi. Hein, c'est vrai, ouais, mais je le regrette. Vraiment, je le regrette. Tu veux pas me le revendre? Et le gars lui dit, si tu veux, mais c'est 3000. Hein. Je te préviens, c'est 3000 maintenant. Et il lui dit, pas de problème, moi je te l'achète. Je le reprends, je le veux chez moi. Hop, il lui redonne 3000 euros, il le remet chez lui. Un mois après, le gars revient et lui dit non, écoute, finalement, j'ai réfléchi, tu avais accepté de me le vendre une première fois, moi je le veux, il est mieux chez toi que chez moi, franchement. Il est mieux chez moi que chez toi. Et donc, écoute, je te le rachète, il me plaît beaucoup, je te le rachète 5000. Et là, le gars, le premier, lui dit non, c'est moi qui l'ai acheté le premier, il est à moi ce tableau, je le veux chez moi, et tout, 5000, 10 000, tu peux me proposer ce que tu veux, je te le vends plus, c'est fini, on arrête.
Et le gars lui dit, mais franchement, t'es con, on gagnait plein de fric tous les deux avec ça. Voilà, c'est ça une bulle. Et qu'il y en a un qui arrête de monter, ça c'est cool. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qui se passe au niveau de tout le monde? C'est que, alors attention, parce que cette monnaie-là, c'est la monnaie qui est sur nos comptes bancaires. Toute la monnaie qui est créée par le crédit, parce qu'il n'y a pas que les particuliers qui empruntent, il y a les entreprises, il y a les États, vous allez voir. Donc toute cette monnaie-là, elle réside sur nos comptes bancaires, puisqu'elle a percolé dans l'ensemble de l'économie. C'est le mot technique, percolé, ça veut dire qu'elle est distribuée. Le maçon, il a eu son chèque, il a acheté un truc, finalement, on a tous profité de l'emprunt de la belle-sœur, vous vous souvenez, au début. Donc ça veut dire que collectivement, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui paye un intérêt sur cette monnaie qui circule parmi nous. On est tous endettés collectivement. D'accord? Parce que vous allez me dire, bah oui, mais moi j'ai jamais emprunté, donc j'ai pas d'intérêt à payer. Non, d'accord, vous n'avez pas d'intérêt à payer sur un emprunt personnel que vous n'avez jamais fait. Mais par contre, il y a plein d'autres gens, tout le monde a besoin d'emprunter, puisqu'on a tout le temps besoin de monnaie. Il faut tout le temps qu'il y ait de la monnaie qui arrive, puisqu'il y a de la monnaie qui disparaît quand les emprunteurs remboursent. Et si vous connaissez un petit peu la comptabilité et l'entreprise, vous savez qu'il y a un besoin en fonds de roulement dans toutes les entreprises qui est incompressible. Parce que toutes les entreprises doivent payer des choses au comptant et reçoivent des recettes à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Quand un maçon construit une école, il doit payer ses gars à la fin du mois, les ouvriers. Il doit payer ses ouvriers à la fin du mois, mais il est payé à 6 mois. Donc ce décalage-là de trésorerie, où il le trouve, l'argent? Il est obligé d'aller à la banque. Il est obligé d'emprunter ce décalage de trésorerie qui s'appelle un besoin en fonds de roulement. Et pour ne pas faire faillite, comment il fait le gars? Si c'est un maraîcher, par exemple, qui vend des légumes et il a besoin de payer ses ouvriers agricoles au comptant, alors que ses légumes, il les vend à une grande surface et il est payé à 90 jours. Comment il fait pour financer son décalage de trésorerie? Il emprunte à la banque. Et s'il ne veut pas faire faillite, c'est-à-dire s'il veut pouvoir payer les intérêts, qui sont éternels, parce que tant qu'il existera, tant qu'il fera du chiffre d'affaires, il aura besoin de payer ses gars tous les mois et il touchera ses sous que 90 jours après. Donc, à la limite, plus son chiffre d'affaires augmente, plus son entreprise grossit, plus elle est prospère, plus il a besoin de crédit. Vous comprenez? S'il a un ouvrier, un salaire à payer et qui vend 10 000 euros par mois de légumes, il a un besoin en fonds de roulement de, le salaire 3 000, moins 10 000 euros, 7 000 euros. Son besoin de crédit sur les 90 jours. Mais s'il a 2 gars et qui vend 20 000 euros de légumes, il a 20 000 euros de rentrée à 6 mois et 6 000 euros à payer. Donc il a 14 000 euros au lieu de 7 000 à financer. Plus il grossit, plus il a besoin de crédit, plus il a besoin de la banque. Et si la banque lui coupe le robinet, il fait faillite instantanément. Donc comment il fait, s'il veut continuer son activité, pour payer les intérêts permanents de cette dette-là qui est obligatoire pour faire du business? Comment il fait? De la cavalerie. Il peut faire de la cavalerie, mais il peut emprunter ailleurs pour payer les intérêts de machin. C'est interdit, hein, on va en prison pour ça, par contre les États le font tout le temps. Mais comment on fait comment il va faire pour ne pas perdre d'argent? Il est obligé d'augmenter ses prix, évidemment. Il est obligé de nous faire payer tout ce qu'il vend un petit peu plus cher parce qu'il a besoin d'argent pour le donner au banquier. Donc même si on n'a pas de crédit personnel, on paye tout plus cher parce que les entreprises sont obligées d'intégrer leurs coûts d'intérêt dans les prix de ce qu'elles vendent. Donc tout ce qu'on achète, on le paye un petit peu plus cher parce qu'il y a la com du banquier qui a créé ce crédit-là ex nihilo, toujours. Vous dites qu'il a créé ex nihilo, mais bon, il faut quand même voir dans l'historique, dans le développement, c'est que les banques au départ, c'était des banques qui recevaient de l'argent. Ah ben normalement, c'est ça, c'est ce qu'on croit qu'elles font. Voilà, c'est ce que tout le monde croit qu'elles font. Qui normalement devaient prêter avec ce qu'elles avaient. Ah bah oui. Voilà. Bah oui, après, il y a eu des autorisations. Bah, exactement. Exactement. Oui, bien sûr.
Et bon, les gens déposent toujours leur argent dans les banques. Mais ce sont les crédits antérieurs qui font qu'il y a des dépôts possibles. C'est une phrase à se souvenir, ça, si vous discutez avec un banquier un jour et qu'il vous dise oui, je comprends rien, votre truc là, attendez, moi je crée de la monnaie, vous me prenez pour qui? Non, 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 c'est interdit, je fais pas, je prends les dépôts des gens et je les prête, quoi. Enfin, beaucoup de banquiers croient que ça marche comme ça, enfin, ont l'impression que ça marche comme ça. Et effectivement, vu au niveau d'un banquier, on peut se dire, j'ai des dépôts, donc c'est mes dépôts qui servent à financer mes crédits. Mais en fait, le cycle se résume sous une phrase très simple, c'est que connaissent certains économistes et certains banquiers qui se sont renseignés, la phrase que vous pouvez apprendre par cœur, c'est « les crédits font les dépôts ». C'est-à-dire, c'est le fait qu'un banquier ait créé un crédit pour quelqu'un qui fait que cet argent-là va revenir forcément sous forme de dépôt un jour ou l'autre. Le maçon de tout à l'heure qui a eu son chèque de 10 000 €, il le dépose à la banque, il y a 10 000 € de dépôt en plus. Bon. Je peux vous poser une question. Attendez, je prends votre question. Oui, je voulais vous montrer ça. Gardez votre question en tête, hein, je montre juste ça. Ça, c'est un petit livret qui s'appelle La monnaie et nous. C'est édité par la Banque de France. C'est pas rien. C'est impossible de le trouver, c'est impossible de l'avoir. J'ai tout fait, j'ai envoyé des mails, j'ai écrit, j'ai téléphoné à la Banque de France. Ils m'ont dit non, 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 on ne le donne pas, on le donne que exceptionnellement à des enseignants pour faire un cours, etc. Donc je l'ai trouvé sur Internet, il est en PDF sur Internet, vous tapez La monnaie et nous, Banque de France, vous allez l'avoir, et je me le suis fabriqué tout seul. J'ai collé les papiers les uns sur les autres, c'est artisanal, parce qu'on n'a pas le droit de l'avoir. Oui, c'est assez récent. Ouais, 2010, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, 2009. Et donc, page 11, voilà, c'est pour vous dire que c'est pas caché, hein. Si on cherche, on trouve. Page 11, une entreprise qui doit payer son fournisseur, qui doit acheter du matériel à rémunérer ses salariés, mais à qui il prend du temps pour fabriquer ses produits et donc les vendre. C'est le décalage de trésorerie dont je vous parlais. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle s'adresse à la banque, qui va pouvoir lui accorder un crédit, moyennant intérêt, bien entendu. La banque inscrit le montant du crédit au compte de l'entreprise. La banque a créé de la monnaie. C'est écrit? C'est écrit. C'est écrit, non? Page 15. Tous les acteurs de l'argent créé par le banquier prêteur va se retrouver en dépôt dans d'autres établissements bancaires. Les crédits font les dépôts. Ah ouais. Et page 29, dans le lexique, création monétaire, définition de la création monétaire. Opération aboutissant à produire une quantité nouvelle de monnaie. Jusque-là, tout va bien. Le crédit est un mode de création monétaire. Il fait apparaître sur un compte une somme qui n'existait pas auparavant. Comme ça. Ah oui. Donc, si vous dites ça à quelqu'un et qu'il vous dit « Oh, t'es un complotiste, là, théorie du complot », vous lui dites « C'est pas un complot, regarde, c'est marqué partout ». C'est pas caché du tout. C'est complètement au grand jour. Ce serait pas dans le domaine public? Ça? Ouais. Ce serait bien. Sur Internet. Parce que s'ils ne veulent pas l'imprimer, tu tapes La monnaie et nous, Banque de France. Pour pouvoir vraiment l'imprimer, il faut le faire circuler s'ils ne le font pas. Ah bah oui, pourquoi pas. Je sais pas. Non, c'est copyright 2009. Non, les créations de la Banque de France sont pas dans le domaine public. Malheureusement, en France, toutes les... C'est Banque de France 2009. Les reproductions à usage éducatif et non commercial sont autorisées en citant la source. C'est un BSNC. À usage éducatif. C'est usage éducatif. Alors maintenant, le système de création monétaire, il est enseigné dans les lycées. Hein. Ça, c'est une fiche EduSCOL, Sciences économiques et sociales première ES. Et donc, il y a tout ce que je viens de vous expliquer là. Le rôle de la monnaie, la création monétaire, le bilan bancaire, etc. Par contre, il n'y a pas un mot sur les conséquences de ce système-là. C'est-à-dire l'endettement collectif de tout le monde. Bon. Moi, ma petite fille, elle savait en première, elle a 16 ans et elle fait des cours d'économie. Elle m'a dit non, t'as tout faux. Le prof, il a expliqué que c'était les citoyens en travaillant qui créaient la monnaie. Tiens. Le travail des citoyens.
Oui, Non, mais voilà, c'est comme ça qu'on leur apprend. On dit pas... il y a là, vous pouvez regarder ça, moi je l'ai trouvé sur internet et normalement, bon, peut-être après les profs s'en servent pas, hein, mais. C'est pas les profs qui l'ont dit. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Bon, déjà. Mais pas ma question. Déjà. Ah oui, pardon. Vous avez une question, vous? Ah, non. Donc allez-y. Parce que si vous aviez expliqué, il crée la masse monétaire du capital, tout ça. Mais, Oui. Bon, et la masse monétaire des intérêts. Eh ben, les intérêts. Mais où ils sont les intérêts? C'est ce que je disais à ma petite chienne. Gypsy, une petite caniche. Je disais pas où ils sont les intérêts, je disais où il est le bâton? Non. Et là, c'est où ils sont les intérêts? Vous avez trop vu la pub Crédit Mutuel avec le chien qui parle là. Oui. Vous parlez à votre chienne. Bonne question. C'est pas une question, c'est juste par rapport à ça. J'étais au lycée, j'ai passé mon bac l'année dernière. Et en fait, les cours d'éco, ils sont soit faits de sorte, soit orientés pour qu'on comprenne pas trop, soit on utilise du vocabulaire et on l'explique pas. Par exemple, on a le prof qui débite très vite et qui nous dit bon, les agrégats ça fait ça, ça et ça, et puis on torche et puis on comprend rien à ce qu'il nous raconte. Ah ouais, Et sinon, quand je dis il y a du vocabulaire orienté, on nous dit par exemple la Banque Centrale Européenne est indépendante des États. Donc en gros, ce qu'il oublie de nous dire, c'est qu'on n'a aucun pouvoir contre la Banque Centrale Européenne. Donc voilà, c'est soit du vocabulaire très orienté pour qu'on ne comprenne pas, soit du vocabulaire trop compliqué pour qu'on ne comprenne pas non plus. Ouais. Voilà, Et le prof, il sait, c'est l'impression que le prof, il sait. Oui, c'est peut-être ça le problème. c'est au lycée, ouais. Donc voilà. Donc, alors, où sont les intérêts? Ah bah, C'est ça le problème. Alors, comment... Bon, la belle-sœur, elle, à la limite, les 100 000 euros qu'elle a reçus, elle les a distribués dans l'économie. Donc, ils sont disponibles. Si elle travaille pour le maçon, mettons qu'elle soit secrétaire chez le maçon va la payer avec son propre argent qu'elle a emprunté. Donc, elle va pouvoir récupérer son capital petit à petit et le rendre au banquier. Puisque cette monnaie-là, elle est dans l'économie. Mais la monnaie des intérêts, comment peut-elle arriver dans la masse monétaire? Comment peut-elle arriver dans l'économie, à votre avis? Quelqu'un d'autre regarde. Eh bien oui, il y a ça. Il y a deux solutions. Il y a soit la belle-sœur, elle travaille d'abord pour récupérer son capital et après elle travaille encore plus pour récupérer les intérêts. Ça veut dire qu'elle va détruire un montant de monnaie en le rendant au banquier qui le prend lui en bénéfice net. Donc ça veut dire qu'elle va prélever encore de la monnaie dans l'économie commune. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens, à cause d'elle, à cause de ce remboursement-là, qui vont plonger, qui vont avoir moins de monnaie. Donc, les faillites, elles sont intrinsèques au système. Pour éviter ça, il n'y a qu'une solution, c'est la deuxième solution, c'est qu'un autre emprunteur arrive et emprunte à son tour 100 000 euros, qui vont s'additionner à la masse monétaire, qui vont permettre à la belle-sœur de rembourser ses 100 000 euros d'intérêt. Mais le nouvel emprunteur, comment il va faire pour lui rembourser ses intérêts? Il faut qu'il y ait un nouvel emprunteur qui emprunte encore 100 000 euros et ainsi de suite. Et donc on est dans une économie où la croissance est absolument obligatoire. C'est pour ça que les politiciens sont tout le temps en train de dire il faut de la croissance, il faut retrouver la croissance. Parce que s'il n'y a pas de croissance, le système se casse la figure instantanément. Enfin pas instantanément, progressivement. Et donc ça veut dire que si on a une croissance de 3, 4, 5%, elle est bouffée par le remboursement des intérêts. On est à zéro. Et que si on a une croissance zéro, parce que par exemple la Terre arrive à la limite de ses ressources, on ne sait jamais, ça arrive des fois, eh bien à ce moment-là, ça se voit. Parce que les intérêts, ils continuent à être pompés. Vous ne pouvez pas aller voir votre banquier en lui disant j'arrête de payer mes intérêts parce qu'il n'y a plus de pétrole. Le gars, il vous met à l'huissier, il vous met en prison. Donc du coup, même en croissance zéro, il y a une récession. Parce que la pompe est toujours active. Parce que la prédation, le parasitisme du système monétaire est toujours actif. Et pour éviter que ça se voie, il faut de la croissance. Il faut de la croissance. Obligatoirement. Il faut tout le temps des nouveaux emprunteurs qui arrivent. Il faut tout le temps des nouvelles activités qui arrivent. Il faut de la création. Il faut tout le temps qu'il y ait des nouveaux trucs. Bon. Alors, au niveau... Si on s'en rend compte, on se dit, non, on ne veut plus emprunter. Eh bien, il faut trouver un système alternatif. Ça sera notre dernière partie. Et c'est là où on aboutit à
la notion de revenu de base monétaire dont je vais vous parler. En attendant, il n'y a pas l'État qui fait comme ils ont fait en 2008, avec l'empreinte pour nous. Et puis... Alors voilà, alors c'est ça aussi. C'est que si on veut, voilà, c'est ça qui se passe. L'État emprunte à notre place. Parce que si l'économie stagne, il n'y a plus personne qui s'engage à emprunter pour acheter des choses, évidemment, mais aussi accessoirement pour distribuer de la monnaie nouvelle dans la société et que l'économie ne s'écroule pas. Quand ce phénomène-là se produit et que les particuliers n'empruntent plus, comment ça s'appelle, les agents privés, le secteur privé, les entreprises n'empruntent plus parce que leur activité n'augmente pas, donc leurs besoins de fonds de roulement n'augmentent pas, donc elles restent, elles ne font pas de nouveaux emprunts. Les particuliers non plus ne font pas de nouveaux emprunts. Résultat, il n'y a plus de monnaie nouvelle qui arrive dans l'économie. Par contre, les remboursements continuent à arriver. Mais la baignoire, elle reste au même niveau. Il n'y a plus de croissance. Donc là, qui doit prendre le relais? Quel est le seul secteur qui reste, qui ait encore une capacité d'emprunt? Les États. Le secteur public. Parce que le secteur public, il a toujours une capacité d'emprunt, parce qu'il a sa population et ses contribuables, qui peuvent servir de garantie pour des emprunts à l'extérieur, pour des emprunts sur les marchés financiers. Et les marchés financiers vont prêter à l'État parce qu'ils savent très bien que l'État peut faire payer des impôts aux contribuables et que ces impôts vont servir à payer les intérêts. Le principe, c'est ça. Je vous ai dit que je n'ai pas des bonnes nouvelles. Donc, en fait, c'est le pouvoir de coercition fiscale de l'État qui permet de donner en garantie une population tout entière au secteur bancaire, de manière à injecter de la monnaie pour pas que l'économie s'écroule, et d'engager pour nous des emprunts qui vont être rémunérés par un intérêt. Et qui va payer l'intérêt? Qui sait quel est le poste le plus élevé des dépenses publiques en ce moment? Est-ce que c'est l'éducation, la défense? C'est les intérêts de la dette. Plus de 80 milliards par an. Et ça nous coûte plus cher que l'école, plus cher que l'armée, plus cher que tout. Oui, 80 milliards, mais ça augmente. Intérêt composé. Intérêt composé. Parce que, vous savez bien, quand on emprunte 100 à 2%, quand on emprunte 100 à 2 ou 3%, l'année d'après, on doit 102 ou 103. Mais l'année d'après, on doit 2 ou 3%, 202 ou 103. Donc on doit 105 ou 107 ou 108. L'année d'après, on doit 2 ou 3% de 105 ou 107 ou 108. Donc ça ne fait pas une courbe comme ça, les intérêts composés. Ça fait une courbe exponentielle. Ça monte comme ça. Donc il y a forcément un moment où c'est complètement désolidarisé d'une croissance, même d'une petite croissance linéaire. Il y a un moment où les intérêts de la dette deviennent impossibles à rembourser, même si on mettait toute notre monnaie, tout notre argent. On y est déjà. On y est déjà. C'est dans ce mur-là qu'on est en train d'aller. C'était une question? Oui, parce que j'avais entendu des économistes, notamment Stiglitz, dire que justement en situation de crise, de décroissance et de crise, le fait qu'un État pratique la récession était la pire des choses. Eh ben oui, parce qu'il ne peut pas laisser s'écrouler complètement l'économie. Donc finalement, l'État est obligé de prendre un déficit. L'État est obligé de s'endetter, parce que sinon ça serait encore bien pire. Mais c'est pas ce que les banques essaient de faire quand elles enlèvent des notes, quand elles dénotent des États, etc. C'est que la capacité de remboursement d'une population tout entière diminue. La confiance qu'on peut faire à un pays tout entier diminue. D'accord. C'est pour ça que la note de la Grèce a diminué, par exemple. C'est parce que les Grecs, ils font du black, ils payent plus, il y a de moins en moins d'impôts qui rentrent. Donc forcément, les créanciers, ils ont de moins en moins de chances de toucher leurs intérêts. Donc le risque augmente, donc la note diminue. Hein? Et les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt montent parce que le risque augmente. Et Donc on demande une rémunération supérieure. Si on risque de paumer tout son argent, on demande un intérêt supérieur, forcément. Systémiquement, enfin la faillite est systémique, du coup, c'est-à-dire que la faillite est quasiment inévitable selon ce système. La faillite est quasiment inévitable, sauf si on accepte de réinjecter de l'argent et de relancer l'économie. C'est pour ça que finalement le keynésianisme est assez... vous allez voir tout à l'heure, je vais vous parler de ce document-là que j'ai écrit au mois de juin. Je suis allé déterrer des économistes qui travaillaient dans les années 30-33, qui avaient subi la crise de 29 de plein fouet, qui avaient fait exactement les mêmes analyses que ce que je fais dans mon bouquin,
justement au niveau de la monnaie, dette, etc., qui endette tout le monde, qui devient impayable, et qui avait proposé des solutions, comme le 100% monnaie, comme... bon, vous allez voir, on va en parler dans la troisième partie. C'est pas des rigolos. John Maynard Keynes, Milton Friedman, Irving Fisher, Maurice Allais, notre prix Nobel d'économie, ils arrivent tous, en gros, aux mêmes conclusions, qui est la crise, c'est un problème monétaire. C'est parce qu'il n'y a pas assez de monnaie dans l'économie, et parce que, pourquoi il n'y a pas assez de monnaie dans l'économie? Parce qu'il faut l'emprunter pour en avoir. Donc, si on augmente la monnaie, on augmente la dette. Et donc, si vous entendez dire, si vous entendez un politicien dire, il faut relancer le crédit, pour relancer l'économie, c'est une hérésie. Parce que c'est justement le fait que la monnaie soit émise par la dette qui nous a mis dans la situation où on est. Donc on ne peut pas résoudre une situation d'endettement excessif en prenant de la dette en plus pour avoir de la monnaie en plus. Il y a une réforme de fond qui est obligatoire, qui va être obligatoire, et qui est en train de se mettre en place. Enfin, ils sont en train d'y réfléchir. Parce que, après avoir déterré les économistes des années 30, je suis allé chercher en 2013. Et j'ai trouvé des économistes du plus haut niveau mondial, des Anglais, des Australiens, des Allemands, qui reprennent les analyses des anciens, qui reprennent les solutions des anciens, qui les mettent au goût du jour et qui les proposent au FMI, à la Banque mondiale, à la Banque fédérale américaine, en disant vous vous en êtes mis plein les poches depuis 300 ans, mais là, ça va se casser la figure. Là, ce coup-là, c'est bon. Donc, si vous ne voulez pas avoir des révoltes, des guerres, ou vous retrouvez avec la tête au bout d'une pique ou dans un camp de concentration dans un pays totalitaire, il faut lâcher du lest, les gars. Voilà ce qu'on vous propose. On est dans la même situation. On était en 2008 dans la même situation qu'en 1929. Donc on est en 2013 dans la même situation qu'en 1933. En gros. Et ils ont un peu les chocottes de ça. Même au niveau, même au plus haut niveau de la pyramide. Voilà. Et en 1933, c'est l'année où Hitler a eu je ne sais plus combien et où il s'est fait élire tout à fait démocratiquement. C'est comme ce qui se passe en Europe actuellement. Voilà. Donc voilà, ça je vous en parlerai, ça s'appelle le manifeste des économistes déterrés. Parce qu'il y a eu le manifeste des économistes atterrés il y a quelques années. Donc voilà, je fais ça. Donc croissance obligatoire. Donc du coup, nous, comme il n'y a jamais assez de monnaie dans l'économie, si plus personne n'emprunte et que la masse monétaire diminue, nous, comment on fait pour payer nos emprunts, pour payer nos impôts, pour payer notre électricité, pour payer tous nos besoins, etc. Eh bien, il faut qu'on se pique de l'argent les uns les autres. C'est ce qui explique que même en famille, quand il y a des histoires de pognon, on s'engueule. Ça rigole plus, on ne se fait pas de cadeaux. Parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'on est obligé de se battre pour avoir toujours un petit peu de monnaie, alors qu'il n'y en a jamais assez pour tout le monde. C'est là où on se rapproche du revenu de base, vous allez voir de quelle façon. Donc on est dans une société où on est finalement, on est obligé d'avoir des comportements de concurrence et de compétition permanente, parce que sinon on ne s'en sort pas. Et les entreprises sont dans le même cas. Parce que s'ils ne vont pas chercher le moins cher possible, là où il y a les salaires les moins chers possibles, s'ils n'acceptent pas de fabriquer des trucs de mauvaise qualité en quantité industrielle pour réduire leurs coûts unitaires, eh ben ils ne s'en sortent pas. Parce qu'il y a tout le temps la prédation du système monétaire qui les oblige à rechercher la rentabilité avant tout. Il y a plein de gens qui aimeraient bien fabriquer des trucs en prenant leur temps et qui aimeraient bien les vendre cher. Il y a des gens qui aimeraient bien acheter des belles choses chères. Si un jour on nous proposait, je ne sais pas, une voiture garantie 100 ans, qui vaudrait très très cher, il y a sûrement des gens qui seraient contents de l'acheter, mais on n'a pas le temps de faire ça. On a de la rentabilité immédiate à faire d'abord, tout de suite. Parce qu'on a un système qui est comme ça. Alors évidemment, si on y réfléchit, les gens qui n'ont pas assez d'argent, qui sont à découvert le 15 du mois, est-ce qu'ils ont tendance à s'enrichir ou à s'appauvrir? Dans un système comme ça, plus t'es pauvre, plus t'es pauvre. Et les gens qui ont des dépôts à la banque, le banquier, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, bah écoutez, là j'ai des pauvres qui me donnent 20% d'intérêt sur leur découvert, je vais vous donner 2% sur vos dépôts. Hein? Donc, moralité, les gens qui ont des dépôts un peu à la banque ou à la caisse d'épargne, etc., ils touchent des intérêts. Donc, quand on a un petit peu trop d'argent et qu'on les a mis de côté, on en gagne un petit peu plus. C'est-à-dire, quand on est un petit peu au-dessus de la moyenne, on va dire entre guillemets riche, est-ce qu'on a plutôt tendance à s'appauvrir ou à s'enrichir? On a plutôt tendance à s'appauvrir. Ah, s'enrichir, pardon.
Donc, par le simple jeu du système bancaire de création de monnaie par la dette, moins on a d'argent, plus on s'appauvrit, plus on a d'argent, plus on s'enrichit. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on est dans une société où il y ait de moins en moins de classes intermédiaires, de plus en plus de pauvres ruinés, et un petit noyau de riches qui s'enrichit de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo américaine, où on pose aux gens dans la rue la question suivante: à votre avis, s'il y avait une répartition de richesses juste, à peu près équitable entre les plus pauvres et les plus riches, quel devrait être le rapport? Les gens répondent aux États-Unis de 1 à 10, à peu près. Donc ça donnerait une courbe, je le fais dans votre sens, là, les plus pauvres ici, un petit bâton comme ça augmente, ça augmente, ça augmente, et là, les plus riches, 10 fois plus, 10 petits bâtons ici. Ça, c'est ce que les gens aimeraient bien. Les gens aimeraient bien que la société soit construite comme ça. Après, on leur demande, deuxième question, à votre avis, quelle est la réalité? Et ils disent, oh, ça doit être au moins, allez, 1 à 30, peut-être même 1 à 50. Et on dessine cette courbe-là. Donc ça fait un tout petit bâton au début, ça augmente comme ça, harmonieusement, et le bâton du bout, il tient dans l'écran encore. Il est 50 fois plus grand que les petites baguettes les plus pauvres ici. Et après, le gars, dans sa vidéo, il dit, maintenant, je vais vous montrer comment c'est en réalité. Et les petits bâtons des plus pauvres, on ne les voit pas. Ils sont trop petits comme ça, sur les 3/4 de la longueur. Là, ça décolle même pas, parce qu'il faut de la place pour les plus riches. Et donc, on réduit l'échelle. Et puis là, ça commence, il n'y a pas de milieu, et puis là, ça commence à monter. Et le dernier bâton des plus riches, ils ont été obligés de le couper en 10 parce qu'il dépassait de l'écran. Et donc, ils les ont mis côte à côte, comme ça fait un gros tas. Mais en fait, c'est 1%. Donc, forcément, quand on est dans une société où la monnaie est émise par le crédit bancaire, les gens qui ont de la monnaie ont de plus en plus de la monnaie, et les gens qui manquent de monnaie ont de moins en moins de monnaie. Donc, forcément, la courbe devient ça. Alors, après, on peut se dire, bon, il faut redonner la création monétaire à l'État. C'est-à-dire, il faut que l'État, comme dans le temps, crée de la monnaie à taux zéro et décide de dépenser à tel endroit, pour faire des écoles, pour faire des ponts, pour faire des routes, pour faire une transition écologique, pour faire subventionner l'isolation, les panneaux solaires, peu importe. Il faut redonner la création monétaire à l'État. Comme ça, l'État pourra décider où va l'argent. Et peut-être pourra nous demander notre avis, éventuellement. Ce n'est pas forcément les politiciens qui vont donner tout à leurs copains. On pourrait changer ça aussi. Mais là, on se dit, ça serait déjà un progrès. Parce qu'en ce moment, qui décide où va l'argent? Qui décide où on investit la création monétaire? Le banquier, à son niveau, dans le bureau. Entre une personne qui vient acheter un studio et qui va pouvoir mettre son studio en garantie, en hypothèque, et qui emprunte 100 000 euros, et un petit jeune qui va emprunter 10 000 euros pour acheter un camion pour vendre des sandwichs sur les marchés, le banquier choisit le bien immobilier, forcément. Parce que le camion, il vaut même pas 10 000 euros, et si le gamin il s'en sort pas, il va pas saisir le camion pour récupérer les 10 000 euros, le banquier. Donc, toute la créativité, toute la création d'entreprise, tout le potentiel de création d'emplois, d'activités nouvelles, de recherche, il n'est pas financé. C'est d'abord les choses existantes, les choses sans risque et les choses rentables qui sont financées. Et c'est aussi les marchés financiers qui sont financés. Parce que les banques se financent elles-mêmes. Parce que quand on est une banque, c'est très facile de créer de l'argent ex nihilo pour une autre banque. Et de dire, voilà, le marché boursier est en train de se casser la figure, c'est le moment d'investir, d'acheter à bas prix. Le fait d'acheter à bas prix avec de la création ex nihilo, ça fait monter les prix de la bourse. C'est pour ça que la bourse ne se casse pas la figure alors que l'économie réelle se casse la figure en ce moment. C'est parce qu'il y a des injections de monnaie extraordinaires qui maintiennent la bourse artificiellement en hauteur. Donc on investit dans ces secteurs-là, dans l'immobilier, dans des trucs sûrs, dans la bourse. Mais l'économie réelle, mais nous, nos idées à nous, nos jeunes à nous, ça leur passe sous le nez. Et ça, c'est dur. Enfin, moi, en tant que, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'où je viens, vraiment la liberté, la création, l'entreprise, quoi, la création de vraies richesses réelles, de s'associer pour faire des choses ensemble, elle n'est pas possible parce qu'on n'a pas les moyens financiers. C'est pas là que l'argent va.
Donc, si on revient à la différence entre la démocratie et l'injection de monnaie et la création monétaire, à la limite, si on redonnait la création monétaire à un État, l'État pourrait décider où va l'argent, mais là, l'État, c'est pas lui qui décide. Donc, où est le projet de société? Il n'y en a pas. C'est impossible d'avoir un projet de société si on n'a pas le financement, si on n'a pas la création monétaire derrière. Donc, où est la démocratie? Elle est dans les vapes. Elle est évanouie. Nationalisation des gens. À part le marché Ah oui. financier, qu'est-ce que c'est que vous avez dit, les choses sans risque dans lesquelles il y a- L'immobilier, surtout l'immobilier. Voilà. Ça, qu'on Les va- bulles immobilières, c'est la création monétaire. Alors, on a parlé très vite tout à l'heure du risque systémique. Je vous en redis un petit mot. Comment on est au point de vue timing? Le risque systémique, c'est quand une banque a créé beaucoup d'argent et que les gens n'arrivent plus à rembourser. À ce moment-là, le bilan de la banque est en péril, parce que c'est la banque qui va être obligée de compenser son bilan avec son propre capital, avec ses capitaux propres. Et là, ça, c'est un peu embêtant, parce que ça veut dire qu'il faut faire payer les actionnaires. Et les actionnaires, c'est les propriétaires de la banque. Donc, ils n'aiment pas payer. Ils aiment bien recevoir, mais ils n'aiment pas donner. C'est normal, quand on est propriétaire d'une banque, c'est pour que ça paye, c'est pour que ça tombe, c'est pour aller faire des tours en yacht et pour ne pas travailler. Donc, le but, c'est pas de dépenser de l'argent, c'est d'en gagner. Donc, évidemment, on ne peut pas dépenser le capital d'une banque pour payer des défauts de flux monétaires qui ne rentrent plus. Donc, c'est là où on exerce, ou quand on est banquier, on exerce la menace du risque systémique. Parce que, comme on a vu tout à l'heure, les banques se doivent beaucoup d'argent entre elles. Vous avez vu par le jeu des compensations dont on a parlé tout au début. Vous savez, quand je parlais des 1000 € que vous me devez, et c'est ma banque qui vous les paye, ils s'échangent que la monnaie de base. Toutes les banques sont liées les unes aux autres par des crédits croisés infinis. Donc si une banque est en difficulté parce que ses débiteurs à elle font défaut, elle est capable d'aller voir un État et de dire « il faut absolument nous renflouer ». Vous devez nous redonner du capital, c'est-à-dire nous autoriser à nous faire créer de la monnaie de base par la Banque centrale, parce que sinon on risque de mettre la clé sous la porte. L'État pourrait bien dire, bah, écoutez, mettez la clé sous la porte, qu'est-ce que ça peut faire? Vous êtes une entreprise comme les autres. Mais non, c'est pas du tout une entreprise comme les autres. Pourquoi? Parce que les banques, elles détiennent tous nos moyens de paiement, c'est elles qui tiennent l'échiquier, c'est elles qui tiennent la comptabilité commune, c'est elles qui tiennent les cartes de crédit, et c'est elles qui tiennent le cash avec les distributeurs automatiques de billets. Et, cerise sur le gâteau, ce sont les banques où nous avons mis toutes nos économies. Donc, si on laisse une banque faire faillite, et que cette faillite-là entraîne la faillite d'autres banques autour, on a le risque que le système financier tout entier se bloque, fasse faillite d'un seul coup, c'est le risque systémique. Et si le risque systémique se matérialise, du jour au lendemain, l'échiquier, les commerçants n'en veulent plus parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront jamais l'encaisser. Le cash, on a quelques petites pièces dans la poche, ça fait 3 jours. Les cartes de crédit, les distributeurs sont bloqués, ça ne marche plus, on ne peut plus en retirer. Et donc, du jour au lendemain, c'est retour au potager pour tout le monde. Et au troc. Donc ça, on ne peut pas laisser faire ça, c'est pas possible. En Islande, ils ont une tentative quand même. C'est vrai, en Islande, ils ont dit on ne paye pas la dette. Mais les montants étaient très faibles. Et puis, ils sont 300 000 en Islande, ils sont solidaires. Et puis, ils ont accepté ils ont planté des créanciers. Mais là, pour nous, c'est très difficile, parce que là, il y a peut-être des gens qui sont à découvert, mais il y a beaucoup de créanciers aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont des livrets de caisse d'épargne, il y a beaucoup de gens qui ont des obligations d'État. Et les obligations d'État, c'est ça. C'est ça, c'est des investissements qui sont rémunérés par des intérêts. C'est de la monnaie. Donc on est tous, si nos économies disparaissent, on ne peut pas laisser faire ça en même temps. Donc le risque systémique, c'est quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement dangereux. Il est 40, donc ça va, ça va. Ah ben c'est super. Bon. Alors le plus grave, c'est pas ça. On n'a pas vu, on n'a rien vu on n'a pas vu le plus grave encore. Parce que c'est génial, quand on est banquier, de prêter 100 000 € à une belle-sœur. Déjà, on gagne 100 000 sur 20 ans, avec un coup de... C'est pas un coup de crayon, c'est un coup de clavier. Hein. Dans mon livre, vous verrez, j'ai chronométré le temps qu'il faut pour taper 100 000 € sur un clavier. Il faut 6 dixièmes de seconde pour taper 100 000. C'est le travail du banquier, quand il crée un prêt de 100 000 €. Et par contre, pour créer 1 million €, c'est plus long, il y a 8 dixièmes de seconde. C'est plus de travail.
Oui, alors c'est bien d'endetter une belle sœur. C'est encore mieux d'endetter une entreprise, parce que c'est à plus long terme, ils sont obligés d'avoir un découvert tout le temps, au niveau d'une agence régionale. C'est encore mieux, au niveau d'une agence nationale, d'endetter une grande entreprise nationale d'un coup. Un Bouygues à qui on prête 2 milliards pour faire des antennes. Bon, les intérêts sont plus petits, mais la garantie est bien plus solide. Mais le mieux, c'est d'endetter tout un pays d'un coup. Et là, il y a un truc fantastique qui permet d'endetter un pays, c'est-à-dire de l'asservir complètement, de manière à pouvoir acquérir des ressources à un prix très inférieur à la réalité. Le but profond, c'est ça. Alors, je vous explique le mécanisme. Au top du secteur bancaire, il y a le FMI, le Fonds monétaire international, et la Banque mondiale. Le FMI, c'est un organisme qui regroupe des dépôts de différents États qui ont mis quelques sommes d'argent en dépôt de manière à pouvoir donner un début de garantie à la Banque mondiale, qui est une banque, et qui a donc la possibilité de créer de la monnaie par la comptabilité en partie double qu'on a vu tout à l'heure. Une possibilité de créer de la monnaie d'une manière colossale. C'est une question ? Oui, c'est quoi la devise dans laquelle elle crée la Banque mondiale ? Ah, des dollars. Bah oui, évidemment. Ah oui, vous allez voir pourquoi. Donc, le principe, c'est de repérer des pays où il y a des ressources dont on a besoin. C'est la base. Du pétrole, de l'uranium, enfin bon, tout ce qu'il nous faut pour avoir le niveau de vie qu'on a. Et donc, d'envoyer des émissaires, des banquiers, des économistes dans ces pays-là pour d'abord, et des entreprises d'évaluation des ressources, de recherche, pour évaluer la qualité des ressources, les gisements de gaz, les gisements de pétrole, d'uranium, etc. Et quand un pays possède des ressources comme ça, on envoie des gens pour dire aux responsables de ces pays-là: est-ce que vous savez que vous avez des ressources extraordinaires dans votre sous-sol? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous avez l'intention de vous en servir pour vous ou pas? Parce que vous savez, nous, on en a besoin, hein, on serait prêt à vous les acheter. Votre uranium, votre pétrole, votre gaz, tout ça, ça nous intéresse beaucoup. Parce qu'on a des gros besoins, on a des grosses voitures, on a des grosses maisons avec besoin de beaucoup d'électricité. Et donc les responsables de ces pays-là, qui sont déjà assez riches, parce qu'il y a toutes les aides qui se mettent dans les poches, les responsables de ces pays-là disent, je sais pas, oui, ça serait une bonne idée peut-être d'enrichir nos pays avec nos ressources, si vous nous les achetez, c'est vachement bien, oui, on pourrait déjà nous continuer à s'en mettre plein les poches, et puis peut-être que nos populations seraient moins pauvres. Donc, mais le problème c'est que déjà on n'a pas un rond, et deuxièmement, on n'y connaît rien, nous, dans vos trucs là, l'uranium, on ne sait pas comment l'extraire, et comment on l'amène... le pétrole aux pétroliers là-bas, il faut faire des routes, des autoroutes, des pipelines, on ne sait pas le faire. Alors, il n'y a pas de problème. Nous, on peut éventuellement vous aider. Alors, on vous propose ceci. On va vous prêter de l'argent, des milliards de dollars, pour construire vos infrastructures, pour construire des usines, pour construire des ports, pour construire des autoroutes, pour construire des mines, etc., pour exploiter votre sous-sol. On va vous prêter des milliards de dollars et vous allez comme ça pouvoir faire créer tout ça. Seulement le problème, c'est que vous avez le savoir-faire pour tout ça, vous avez des entreprises pour faire tout ça. Ben non, on vous a dit, on n'a rien. Bon, on a juste notre richesse potentielle, mais on n'a pas les moyens de la mettre en valeur. Bon, d'accord. Eh bien écoutez, nous, on va vous arranger ça aux petits oignons. Parce qu'on a une grosse entreprise là qui s'appelle Areva, qui est spécialisée dans ça, dans l'extraction et la production d'électricité. On a, si c'est des Américains, on a, comment ça s'appelle Halliburton, le Bouygues américain. Hein, c'est ça. C'est mettre des pompes. C'est mettre des pompes, c'est le Bouygues américain. Les pompes. Ah, les pompes, d'accord. Ah, je croyais que c'était le bâtiment. Donc on a Halliburton. Et puis, il va falloir sécuriser tout ça aussi. Il va falloir des tanks, des avions, etc. Donc, on a un gars qui s'appelle Dassault, là, qui fabrique des trucs super. Donc, on va pouvoir vous vendre tout ça, puisque vous allez avoir plein d'argent qu'on va vous prêter. C'est génial.
Et donc ça se passe comme ça. Le contrat de prêt, il prend en garantie les ressources futures que le pays va pouvoir vendre pour rembourser son prêt et les intérêts. Et il est assorti d'une clause qui dit « Nous allons vous fournir, en plus du prêt, les services pour fabriquer les usines, les ponts, les routes, etc. et vous permettre d'exploiter vos ressources. » Alors, du point de vue du pays, c'est une bonne affaire finalement. On a de l'argent qu'on nous prête, on va construire des usines et tout, et après on va gagner plein d'argent parce qu'on va leur vendre nos ressources. À première vue, c'est génial le deal. Et du point de vue d'un pays occidental, d'un pays riche, qu'est-ce qui se passe au strict point de vue monétaire? On a vu tout à l'heure que pour avoir de l'activité, pour avoir de l'emploi, le meilleur moyen c'était d'avoir de la monnaie en plus. Mais pour avoir de la monnaie en plus, comment devons-nous faire dans le système actuel? Emprunter. Il faut que quelqu'un l'emprunte. Soit les particuliers, soit les entreprises, soit l'État. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a emprunté de l'argent et qu'on l'a injecté dans l'économie, certes l'activité peut augmenter, mais après il faut le rembourser et rembourser les intérêts. Donc il faut tout le temps qu'on emprunte, on est dans une roulette comme des cobayes. Alors que là, quand on envoie des tanks ou des avions de chasse dans un pays pauvre, quand on envoie des gars travailler pour construire une usine, des ponts, des pompes ou des autoroutes, du point de vue de nous, du point de vue des pays riches, c'est quoi? Au point de vue commercial. C'est de l'argent. Non, mais l'activité qui va à l'étranger, c'est de l'exportation. Et quel est l'intérêt de l'exportation? C'est que quand le pays étranger nous paye, il nous paye avec de la monnaie. D'accord? Donc, c'est du nouveau chiffre d'affaires qui arrive dans notre économie locale, dans le pays riche. L'argent qu'on leur a prêté, ils le redépensent chez nous. On envoie des gars travailler, on envoie des tanks, on envoie des avions de chasse, on exporte des biens et des services, on exporte des produits. Et le paiement en retour de la monnaie qui revient, c'est la monnaie qu'on leur a prêtée, d'accord, mais c'est de la monnaie qui revient dans notre économie, qui fait tourner nos entreprises, au niveau de nos pays, au niveau local. Quand Dassault vend un avion, l'argent revient en France. D'accord? Et permet de payer les gars qui bossent chez Dassault, qui dépensent leur argent chez tout le monde. Du coup, il y a de la monnaie en plus dans notre économie. Mais qui paye la dette? Qui a pris un crédit pour que cette monnaie-là nous revienne? Est-ce que c'est nous? Non. Eh bien non, c'est pas nous, c'est les pauvres. Donc, d'un point de vue strictement monétaire, on se retrouve avec de la monnaie supplémentaire dans notre économie, de la monnaie libre de dette. Comme si elle avait été mise à taux zéro par l'État. Ou comme si elle avait été distribuée à tous les citoyens sous forme de revenus de base. D'accord? Et qui paye la dette? Les pauvres. Les pays du tiers-monde. Donc c'est tout bénéfice pour les pays riches, c'est tout perte pour les pays du tiers-monde. Quand on en est là, eux, ils nous ont payé ce qu'on leur a vendu avec l'argent qu'on a créé pour eux. Vous suivez mes trucs? C'est compliqué. Donc, nous, on a plein de sous en plus. Eux, ils sont toujours endettés. Il faut qu'ils nous le rendent toujours, l'argent. Parce qu'ils ont acheté des trucs avec, donc ils ne l'ont plus. Donc il faut toujours qu'ils le remboursent. Et les intérêts, il faut qu'ils les remboursent aussi. Donc ils sont encore bien plus pauvres qu'avant. Et donc comment ils vont faire pour rembourser tout ça? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Comment vous allez faire? Vous avez tout dépensé, vous n'avez plus de sous. Et nous, on vous envoie les huissiers, là, on vous envoie le FMI, il va falloir faire des économies là, sur vos dépenses et tout. Attention, ça rigole pas, nous, les créanciers. Donc, comment vous allez faire pour nous payer? Bon, bah écoutez, vous nous devez 20 milliards d'intérêts. Bon, on va vous reprêter 20 milliards. Et puis vous paierez les intérêts avec les 20 milliards qu'on vous reprête. Donc vous serez éternellement endetté. Alors vous avez une solution, c'est que au lieu de nous vendre votre pétrole ou votre uranium, vous allez nous le donner. Puis on dira que vous nous avez remboursé la dette. Et c'est comme ça qu'on a des ressources beaucoup moins chères que le prix qu'elles valent réellement.
Et c'est pour ça que certains pays, entre autres de l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, cherchent à tout prix à échapper à ce système-là en créant leur propre monnaie. Des monnaies nationales ou régionales. Et je me suis laissé dire que le père Kadhafi, quand il s'est fait descendre, il devait avoir rendez-vous avec Strauss-Kahn et Merkel parce qu'il avait un projet de monnaie or dinar pour l'Afrique. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Donc, il y a une lutte à mort pour le contrôle de la monnaie. Et en particulier du dollar, de la monnaie mondiale. Parce que c'est le fait que les Américains soient les seuls à pouvoir créer du dollar et aient réussi avec les années, avec les guerres, à imposer le dollar comme monnaie mondiale. C'est ce fait-là d'avoir le privilège de création monétaire d'une monnaie qui permet donc de payer, d'acheter tout ce qu'on veut juste en imprimant de la monnaie en plus, qui a permis aux États-Unis de construire, il y a 184 pays dans le monde, et il y a 156 pays dans lesquels il y a des bases américaines ou des soldats américains. Il y a 864 bases américaines dans le monde, qui ont été créées par le privilège de création monétaire du dollar par les États-Unis, qui permet aux États-Unis et aux pays occidentaux qui sont leurs alliés de s'enrichir en imprimant de la monnaie ou en faisant des prêts à des pays du tiers-monde qui disposent de ressources dont nous avons besoin. Donc on n'est pas prêt de résoudre le problème du tiers-monde. C'est pas fait pour. Dans un système comme ça. Donc là, voilà, on est au fond du trou. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Rien. La méthode chinoise. On a bien fait de venir ce soir là. C'est quoi la méthode chinoise? Les Chinois en Afrique, ils vont et ils disent aux Africains, les fourmis. Vous ne payez rien. On arrive, on vous construit des routes, on vous construit des hôpitaux, on vous construit des écoles, on vous construit des usines, et on prend tout. Ouais. C'est plus direct. Mais là, il n'y a pas besoin de dollars. Alors, ce qui est important dans tout ça, c'est que nous comprenions, c'est qu'on comprenne déjà tout ça, et qu'on en parle, et qu'on échange là-dessus, et qu'on se réveille les uns les autres, et qu'on s'informe les uns les autres. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, et c'est pour ça que j'espère que vous allez l'acheter, le lire, et l'assimiler, et le partager après, et le donner à d'autres gens, ou à en parler en famille, parce que il y a bien un moment, d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, où on est obligé de dire il y a une escroquerie fondamentale au cœur de notre société. Il y a cette escroquerie monétaire-là qui permet, quand on a ce privilège-là, de s'enrichir au-delà de toute mesure et d'asservir les populations pour qui on crée cette monnaie-là. Et donc, d'un point de vue éthique, même si on est au sommet d'un truc extrêmement rentable comme ça, il y a un moment donné où, à moins d'être un psychopathe, mais bon, oui, il y en a aussi, mais il y a un moment donné où peut-être si tout le monde autour est au courant, si la famille, si vos propres familles, vos proches sont au courant, si vous commencez à avoir un petit peu peur que du fait que tout le monde est au courant, vous risquez de vous retrouver peut-être pas en prison, mais au moins ostracisé de votre propre entourage, de votre propre société, à mon avis, ça commence à réfléchir. C'est pour ça que j'ai écrit ça, et c'est pour ça que j'ai été surpris au début de voir qu'au plus haut sommet de la finance, il y avait des propositions pour lâcher un peu du lest, et peut-être même pour changer en tout cas provisoirement, pour distribuer de l'argent directement aux citoyens. Vous allez voir, c'est étonnant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bien que des gens comme George Soros, qui sont vraiment tout à fait au sommet de ce système-là, c'est des gens qui ont 70, 80 ans, donc qui ont peut-être aussi connu la crise de 29, qui se sont enfuis d'Europe pour échapper au camp de concentration, et qui ont profité d'un système magnifique pour eux en étant aux États-Unis. Peut-être que ces gens-là n'ont pas envie que ça se reproduise. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de revivre 1933, 35, etc. Et peut-être que, dans la mesure où ils ont sous le coude d'autres systèmes pour nous faire bosser et qu'on ne s'en rende pas compte, et qu'ils puissent aller faire des tours sur leur yacht, ce qui est peut-être le cas,
eh bien qui sont prêts à lâcher du lest sur ce système-là qui commence à se voir. De même qu'un magicien, quand tout le monde est au courant de son tour, il va se creuser le cerveau pour trouver un meilleur tour que les gens ne verront pas. Voilà, moi j'ai cet espoir-là, et il repose sur le partage des connaissances, il repose sur notre convivialité à tous. Alors, les solutions, quand même, il y a des solutions concrètes dont on parle beaucoup, en particulier le 100% monnaie. Alors, qu'est-ce que c'est que le 100% monnaie? C'est d'arriver petit à petit à remplacer la monnaie issue du crédit par de la monnaie permanente, par de la monnaie qui reste sur les comptes et qui ne demande pas de payer un intérêt dessus, qui n'exige pas que quelqu'un paye un intérêt dessus. Alors, comment distribuer cette monnaie-là dans l'économie? Il y a une proposition qui est très vigoureuse en Angleterre, au Royaume-Uni. Vous taperez, si vous voulez, positive monnaie, money.co.uk, et ils sont en train d'essaimer dans toute l'Europe. Ils font des sites partout. Il y en a un qui est en construction qui s'appelle monnaihonnête.fr ou .com, je ne sais plus. Et la proposition, c'est tout simplement le 100% monnaie. Alors, dans leur idée à eux, c'est de nommer un comité monétaire à qui on donne toutes les statistiques pour décider combien de monnaie il faut distribuer par an. Et cette monnaie-là, elle est émise à taux zéro par l'État, et le comité monétaire décide, soit par référendum, soit par décision consensuelle, soit par vote, décide des endroits de l'économie où cette monnaie va être injectée. Et c'est l'État qui distribue, qui dit, voilà, l'année prochaine, on fait du solaire. L'année prochaine, on passe à tel système d'énergie ou tel système d'économie différent. Et donc, on injecte de la monnaie dans cette direction-là. Et on décide collégialement, et c'est le comité monétaire qui applique les décisions. Et donc, quand les gens reçoivent cette monnaie nouvelle qui n'est pas asservie à une dette associée, ils peuvent très bien l'utiliser soit à rembourser leur crédit existant, soit en mettre un peu de côté, soit à la dépenser. Si de la dépense, ça fait augmenter l'activité. S'ils remboursent leur dette avec, ça balance. Il y a de plus en plus de monnaie non-dette et de moins en moins de monnaie dette. C'est très bien. Il y a de la monnaie qui disparaît, mais on la réinjecte au fur et à mesure. Il y a des gens qui remboursent, mais on réinjecte de la monnaie à zéro, à taux zéro. Donc, il y a toujours la même quantité de monnaie dans l'économie. Donc, ce n'est pas nocif pour l'économie. Ça ne crée pas d'inflation, tout simplement parce qu'on est en période de crise, donc il y a un potentiel énorme de transactions qui ne peuvent pas se faire. Donc d'ici qu'on ait trop de monnaie par rapport aux transactions et que les commerçants commencent à augmenter les prix, je peux vous dire qu'on a de la marge. Il faudrait déjà qu'il n'y ait plus de chômage. Donc on a le temps de voir venir. On a largement le temps de voir s'il y a de l'inflation qui se déclenche. Donc ça s'appelle le 100% monnaie. Et dans ce petit ouvrage-là, que je peux vous donner, vous envoyer en PDF, si vous voulez, vous me noterez votre adresse mail sur le papier, là, si vous voulez, je vous l'enverrai. Le 100% monnaie donc permettrait une sortie de crise sans violence, sans crise finalement, en réinjectant de la monnaie petit à petit, que ce soit par l'État ou par un comité monétaire, ça permet de sortir de l'endettement et donc de sortir de la crise du manque de monnaie en réinjectant harmonieusement de la monnaie. Alors, il y a une autre proposition qui se repose un peu sur l'idée de monnaie locale. C'est une proposition d'un économiste qu'on connaît bien qui s'appelle Yolande Bresson. Yolande, c'est un monsieur, Yolande, sans E, Bresson, B-R-E-2-S-O-N, qui propose, basé sur l'idée de monnaie locale, de créer des monnaies nationales. On garde l'euro, on ne détruit pas l'euro, on le garde pour les transactions internationales parce que ça peut être intéressant, et pour les transactions mondiales. Par contre, au niveau des nations, on recrée un euro franc, un euro peseta, un euro drachme pour les Grecs, et on utilise cette monnaie-là dans le pays, dans chacun des pays. Et cette monnaie-là, bien entendu, on la distribue sans endettement. C'est l'État qui décide, pareil, à quel endroit de l'économie on le distribue. Et comme Yolande Bresson est à fond pour le revenu de base, on va voir que ça peut se lier au revenu de base. Et enfin, donc j'ai vu le revenu de base. Et donc, alors, l'objection à ça, c'est que les gens vont vous dire, bon, d'accord, mais alors, si je veux emprunter pour acheter quelque chose, si la banque n'a plus le droit de créer de crédit, où ils vont trouver l'argent? Eh bien, c'est quelque chose de très progressif, création de monnaie à taux zéro,
qui va petit à petit remplacer la monnaie dette, ce qui fait qu'on va avoir de l'argent sur nos comptes qui ne sera plus pompé par un intérêt. Et donc cet argent-là, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le déposer dans les banques. Donc les banques vont se retrouver avec des dépôts plus faciles à réunir. Et peut-être qu'au bout du compte, au bout de la réforme, ils recommenceront à faire ce que tout le monde croit qu'ils font depuis toujours, c'est-à-dire prendre des dépôts, réunir des dépôts et les prêter à des emprunteurs. Il y a des gens qui économisent, qui épargnent, qui préfèrent mettre des noisettes de côté, et il y en a d'autres en face qui veulent de l'argent tout de suite, quitte à payer un intérêt dessus. À ce moment-là, il n'y a pas de problème éthique, puisque la monnaie, elle a été gagnée avant. Elle est produite par une activité. Elle a été émise à taux zéro par l'État, mais quelqu'un l'a gagnée, l'a déposée à la banque. Donc là, c'est tout à fait logique, si vous avez 10 000 € d'économie et que la banque vous dit « je prête votre dépôt à quelqu'un qui en a besoin », c'est tout à fait logique de percevoir un petit intérêt dessus, parce que vous ne les avez plus. Vous ne pouvez plus vous en servir. Donc vous demandez un intérêt dessus, c'est votre rémunération. Mais ce n'est pas une création ex nihilo. Il y a eu la création ex nihilo en amont, par un comité monétaire ou par l'État à taux zéro, la monnaie circule dans l'économie, ça c'est toujours de la création ex nihilo, mais il n'y a pas une dette associée, il n'y a pas d'intérêt à payer dessus. Donc quand elle se diffuse, on peut la déposer à la banque et les emprunteurs peuvent emprunter cet argent-là qui est de l'épargne. Vous me suivez? Je n'ai pas trouvé. Et alors ce qui est rigolo, c'est que simultanément à tout ça, si les banques ne peuvent plus créer de l'argent à partir de rien pour financer des crédits, vous avez remarqué, sur Internet, il y a plein de sites de crowdfunding qui se mettent en place. Et justement, c'est des plateformes qui commencent à dire « Venez déposer votre argent chez nous, parce que nous, on a des gars qui veulent monter des projets et qui ont besoin d'argent tout de suite pour monter leurs projets, payer leur salaire avant de rentrer des recettes. » Et donc, c'est marrant parce que au fur et à mesure qu'on prend conscience que le système n'est pas éthique, simultanément, il y a des projets qui se mettent en place pour le compenser. Pour compenser finalement la mort d'un système qui n'est pas vertueux. Sauf que l'État commence à s'intéresser à ces questions-là et veut réglementer. Oui. Donc l'influence des banquiers revient à la charge. L'influence des banquiers revient, oui. Alors, la proposition, moi, que je défends, c'est la proposition de ces gars-là, là. Lord Adertoner, Steve Keen, Michael Kumhoff, pour moi, c'est ce que j'ai trouvé, c'est le top. Et je me dis que c'est le top d'abord parce que leurs idées sont super intéressantes, très analysées, première chose, très logique. Deuxièmement, parce que ce sont les mêmes idées que les grands anciens de la crise de 29 qui avaient beaucoup réfléchi. Et troisièmement, parce que ça rejoint l'idée de liberté et de souveraineté citoyenne, individuelle. Et il y en a un d'entre eux, Steve Keen en particulier, l'Australien, qui fait la réflexion suivante. Bon, on a identifié le problème c'est la monnaie dette. Donc il faut émettre de la monnaie à taux zéro et la laisser de manière permanente dans l'économie, qu'elle puisse circuler, que tout le monde puisse faire ses transactions et qu'on ne soit pas obligé d'en pomper tout le temps pour rembourser les intérêts et qu'on ne soit pas obligé d'en remprunter tout le temps pour qu'il y en ait assez. Ça ne marche pas, il faut de la monnaie à taux zéro. Mais si on donne la responsabilité à l'État de décider, ou à un comité monétaire de décider où va la monnaie, on va se retrouver dans la même situation, ça va être encore les potes aux politiciens qui vont tout gagner. Et qui vont construire des trucs dont on n'a pas forcément besoin. Est-ce qu'on a vraiment envie que Areva continue à construire des centrales nucléaires? Pas forcément. Hein? Bon. Peut-être qu'on aurait envie d'autre chose. Alors, il y a le système de subsidiarité. Est-ce que vous savez ce que c'est? Le principe, de subsidiarité. Ça veut dire donner à la plus petite unité possible de décision le pouvoir de décider pour les décisions qui la concernent. C'est-à-dire, si on veut quelque chose pour toute la nation, tout l'État, qui va concerner tout le pays, c'est normal que, enfin c'est normal, ça semblerait logique que ce soit l'État central qui décide. Si c'est pour une décision au niveau régional, ça semblerait normal que ce soit la région qui décide. Si c'est une décision au niveau communal, par exemple on va faire un rond-point là-bas au bout de la rue, ce serait normal que ça se décide au niveau communal, puisque ça concerne ces gens-là. Et donc quel est le niveau, le degré le plus fin
de subsidiarité? C'est l'individu. Donc ces gars-là, ils font la réflexion suivante, ils se disent, finalement, est-ce que la création monétaire, ce ne serait pas finalement l'idéal de la faire remonter d'en bas? C'est-à-dire de calculer, suivant la masse monétaire, quelle est la quantité de monnaie nouvelle dont nous avons besoin chaque année, et de diviser cette quantité de monnaie-là par 60 millions d'habitants, et de donner à chacun sa part individuelle de monnaie. À charge pour lui de décider ce qu'il en fait. La proposition de Steve Keen, c'est de dire les gens qui sont endettés, on leur impose de d'abord rembourser leurs dettes. Pourquoi pas? Mais après, on peut soit dépenser et créer de l'activité, permettre de l'activité, soit épargner un petit peu, soit rembourser un peu sa dette, soit épargner un petit peu, soit dépenser un petit peu. Mais on donne la décision économique, la liberté économique à chaque individu. Après, on n'impose pas d'accepter. Si vous ne voulez pas, si quelqu'un refuse, il y en a, hein, refuse d'avoir sa part de monnaie, ça ne peut pas être obligatoire, puisque l'élément essentiel, c'est la liberté des individus. Donc on ne peut pas forcer les gens à être libres. Par définition, sinon ça serait incohérent. Donc, on donne l'argent à chaque individu, on donne la création monétaire à chaque individu, c'est un processus. Et on laisse les individus soit dépenser individuellement, soit s'associer à 10, à 20, à 100, à 1000, à 1 million, pour décider de ce qu'on fait de la monnaie qu'on a. Chacun pour soi ou collectivement. C'est la démocratie économique, c'est la liberté économique. Ça a un petit côté génial, la convergence, c'est que c'est finalement un impôt invisible. Vous allez voir pourquoi. Parce que s'il y a des pauvres, on l'a vu à propos des pays du tiers-monde, c'est en grande partie parce que la monnaie qu'ils reçoivent, ils doivent payer un intérêt dessus. Pour être à découvert du 15 au 30 du mois, il faut qu'ils s'endettent. Donc ça leur coûte de l'argent. Donc ils restent pauvres, de plus en plus pauvres. Donc on peut dire que le système monétaire crée de la pauvreté. Donc on peut dire que pour compenser la pauvreté, pour pas qu'ils crèvent de faim, on est obligé de faire payer des impôts à ceux qui ont trop d'argent. Et donc on est obligé d'avoir un système coercitif. On est obligé d'avoir un système qui force ceux qui ont trop d'argent, les riches, à payer de force pour payer les pauvres qui sont pauvres parce que le système est fait ainsi. Maintenant, si on réfléchit et qu'on se dit, on met un revenu de base monétaire et on distribue l'argent à parts égales entre tout le monde. Qu'est-ce qui se passe entre le riche et le pauvre? C'est mathématique. Le but de l'impôt, c'est d'appauvrir un peu les riches pour enrichir un peu les pauvres. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? La redistribution, hein, l'assistanat. Exactement. Regardez, je suis pauvre, relativement, j'ai 1000 € sur mon compte. Madame, vous êtes riche, vous avez 10 000 € sur votre compte, en janvier. En décembre de la même année, on a reçu tous les deux 50 € par mois de dividendes monétaires, donc on a reçu 500 €, tous les deux, pareil, sur 10 mois, hein, on va dire de janvier à octobre. Vous me suivez? Alors, attendez. En janvier, j'avais 1000 et vous aviez 10 000. Vous étiez combien de fois plus riche que moi? 10 fois. En octobre, j'ai combien, moi? J'ai reçu 50 par mois. J'ai combien? J'ai 1500. Et vous avez combien? Vous avez 10 500. 10 500 divisé par 1500, ça fait combien? 8 fois. Ouais. Vous avez vu le truc? Le fait de distribuer la même chose à tout le monde, le riche s'appauvrit un petit peu, le riche s'enrichit un petit peu, relativement l'un à l'autre. C'est l'heure. J'ai terminé, je vous remercie, et maintenant on peut lancer le débat.